Bonjour à tout le monde, bonsoir les amis, bienvenue dans notre émission L'invité. Les amis, celui que nous recevons n'est plus à présenter, vous le connaissez maintenant. D'accord. Il est à son troisième passage sur la chaîne, les amis, et il nous parle, d'accord, de ses recherches. Vous le savez très bien, les amis, on a quoi, 25 ans plus de 25 ans, d'accord, de recherche. Absolument. Voilà, sur un pan de notre histoire qui malheureusement est pas connu. D'accord. Nous ne savons rien de cette histoire. Et donc, les amis, c'est un honneur pour nous, c'est une fierté de recevoir ce grand monsieur, d'accord, ce grand chercheur qui, pour nous, dans la lignée, d'accord, d'un Cheikh Anta Diop, etc., qui nous parle. Cheikh Anta Diop nous a parlé de notre histoire au niveau de la vallée du Nil. Le frère Bahimi, les amis, nous parlera. Il nous a parlé depuis les 2 premières émissions de notre histoire au niveau de l'Asie. Oui, les amis, parce que pour ceux qui n'ont pas assisté aux 2 premières émissions, en Asie du nord-est, oui, c'est ça, nord-est, voilà, oui, il y avait une grande population, un grand peuple qui y a vécu, et c'était le peuple noir qui a civilisé. Donc, on a bien décortiqué cela, les 2 premières émissions, les amis. Pour ceux qui veulent, après cette émission, aller sur la chaîne Causons d'Afrique, ou sinon sur la chaîne du frère Bahimi, vous allez retrouver nos émissions. Aujourd'hui, les amis, pourquoi il est avec nous? Il répond à une des questions qui revenait à chaque fois, c'est quel est l'intérêt finalement pour nous, Africains d'aujourd'hui, de parler de Koudara? Pourquoi Koudara? Quel est l'intérêt au final pour nous de parler de Koudara? Qu'est-ce que ça va nous apporter concrètement? C'est vrai que tu as été très intéressant, d'accord les amis, et je vous invite encore une fois de plus à suivre, à regarder les 2 premières émissions. Franchement, ça a été magnifique. Mais aujourd'hui, nous, la question qu'on se pose, est-ce que les gens se sont posés en commentaire? Nous, aujourd'hui, on est inscrit dans la recherche de notre identité. C'est ça. Donc, comment Koudara peut, au final, être cet élément-là qui va nous permettre de retrouver notre identité? Ou quel est l'avantage qu'il y a dans... Si c'est l'identité ou s'il y a autre chose, c'est quoi? Pourquoi Koudara? Oui, absolument. Bon, avant de répondre, merci frère Imhotep de me recevoir dans notre maison africaine. C'est toujours un honneur pour nous. Et je dis bonjour à nos sœurs et frères, à nos plus jeunes et moins jeunes, frères et sœurs africains qui sont éparpillés partout dans le monde. Et merci de nous recevoir chez vous. C'est vraiment un plaisir. Alors, Koudara, pour beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire 99,99%, n'existait pas. Okay. Et c'était le but, n'est-ce D'accord. pas? C'est-à-dire, c'est le but qui était poursuivi par ceux qui ont écrit cette histoire il y a au moins 1500 ans. Je parle de l'histoire officielle. D'accord. Effacer la présence décisive au plan politique et spirituel, au plan D'accord. intellectuel, d'effacer la présence des Africains, donc la culture africaine, la civilisation africaine d'Asie. Okay. Et particulièrement de cette région qu'on appelle aujourd'hui communément la péninsule coréenne, mais il n'y avait pas de Corée à l'époque. D'accord. Donc, effacer la présence africaine et installer à la place la Chine comme le centre du monde, alors que ce sont les Africains qui ont bâti ces civilisations, ces nations, de bout en bout, à partir du ferment africain, n'est-ce pas? D'accord. Et malheureusement, tout ça a été détruit, c'est-à-dire Koudara, qui est l'empire du milieu. Koudara, c'est le phare, c'est la lumière de l'histoire de l'Asie, c'est-à-dire à partir, on va dire, du début de notre ère, n'est-ce pas? C'est-à-dire il y a un peu plus de 2000 ans, jusqu'à sa destruction au 7e siècle. C'est Koudara qui est le modèle, qui est le phare pour tous les peuples qui vivaient à l'époque. Pourquoi? Mais parce que Koudara, c'est l'expression, une autre expression dans un autre contexte de la civilisation africaine. Intéressant. Mais Koudara n'a pas totalement disparu, puisque une partie de Koudara a survécu, n'est-ce pas? Et que j'appelle, moi, Koudara maritime, parce que Koudara était, et en même temps sur le continent, c'est-à-dire, c'est cette surface, c'est cette partie du territoire qu'on appelle aujourd'hui Corée du Sud. D'accord. Voilà. Mais toute la Corée, c'est... Vraiment toute la Corée, quoi. Oui, c'est tout ce grand territoire, à l'exception d'un petit bout de terrain, un petit bout qui correspondait à un royaume qui s'appelait Shilla, et qui seront les complices plus tard des Chinois pour détruire Koudara. D'accord. Voilà.
Et il y avait la seconde partie qui était la partie maritime, et qu'on appelle aujourd'hui le Japon, l'archipel du Japon, mais qui n'était pas totalement occupé par Kudara. Il y avait juste la partie ouest, ce qui est aujourd'hui la partie ouest du Japon, qui avait commencé à être occupée par les Kudara en bonne intelligence avec les peuples qui habitaient déjà là et qu'on appelle les Ainu, qui sont des peuples de culture africaine, de race noire. Donc, ce sont des gens qui se ressemblaient. Donc, je pense qu'ils n'ont pas eu de mal à se comprendre parce que ils avaient des intérêts communs. Ils ont réussi à trouver des intérêts communs. Donc, Kudara, c'est l'Afrique. Même si Kudara, à un moment, a disparu, Kudara, c'est l'Afrique. Et Kudara nous a laissé un héritage très important, très profond. On a pu le ressentir avec les 2 premières émissions. Aujourd'hui, on va pouvoir aller un peu plus en profondeur, non pas à travers l'expérience de Kudara en tant que telle, puisque Kudara a été effacé officiellement des textes, des traditions, des textes officiels, des traditions populaires, des contes et légendes. Kudara n'existe nulle part. Il n'y a personne qui parle de Kudara, à part quelques chercheurs japonais. Et c'est eux qui disent Kudara. Mais le même peuple, dont l'histoire officielle a un autre nom, qui est Pekche, et qui est un mot, un concept qui a été créé par les Chinois et repris par tout le monde, à commencer par les Coréens, qui l'ont intégré dans son histoire officielle. Donc, Pekche est l'un des 3 royaumes, ce qu'on appelle officiellement dans l'histoire, par exemple, de Corée du Sud, les 3 royaumes. Et c'est là-dessus qu'ils se concentrent pour essayer de nous raconter la genèse de l'histoire de la Corée. Mais tout ça est fabriqué. Tout ça est fabriqué. Donc, Kudara était le centre du monde asiatique pendant très longtemps. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'Empire du Milieu. Et les Chinois, après avoir détruit Kudara, se sont appropriés ce mot. C'est une autre manière de faire disparaître Kudara, n'est-ce pas? Voilà. Et de s'approprier, c'est de porter son costume. Voilà. C'est vrai que, c'est vrai que dans l'émission précédente, tu nous avais dit que les Chinois, avec les Han, étaient ceux-là même qui étaient, entre guillemets, j'allais dire les commanditaires, mais ceux qui ont participé à la destruction de Kudara. Mais là, quand tu situes géographiquement Kudara, tu nous dis qu'il y avait une grande partie qui était dans ce qui est présenté aujourd'hui comme la Corée du Sud, et une partie maritime qui était au Japon. Voilà. Et donc, il y avait quelle partie en Chine? Il y avait une partie en Chine? Non, rien avec la Chine. Ah d'accord, donc géographiquement, ils n'étaient pas en Chine. Kudara, c'est un petit pays qui a culturellement illuminé l'Asie. Mais Kudara, géographiquement, et même au sens de la population, moi j'estime la population de Kudara à maximum 30 millions. D'accord, mais donc pas du côté Chine. Non. Les Chinois, alors c'est vrai que la dernière fois tu l'avais, on était passé dessus rapidement, mais je veux dire, quel est l'intérêt au final de la Chine d'aller détruire un peuple qui est un peu plus au sud? C'est ça, non? Oui, c'est ça. Un peu plus au sud, voilà, et qui va les détruire au point de les effacer carrément. C'est quoi l'intérêt? Alors, ça, c'est ce dont on parlait déjà dans les 2 émissions. Oui. Et donc, je vais répondre rapidement. Petite parenthèse, ça, rapidement. Oui, voilà, rapidement. Mais c'est le racisme, c'est la haine raciale. Il ne faut plus de noirs en Asie. Et c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les Chinois. D'accord, ok. Ce sont les Chinois qui le disent. Avant d'être Chinois, c'est-à-dire avant la création de la Chine, en 581 avec la dynastie des Han, parce que dans ma théorie à moi, il n'y a pas de Chine avant le 6e siècle. Il n'y a pas de Chine. Tout ce qu'on raconte dans l'histoire officielle, y compris l'histoire officielle de la Chine, ce sont des inventions. D'accord. C'est une création historiographique, c'est une histoire créée qu'il faut accepter telle qu'elle. C'est ça, ok. Et c'est ce que tout le monde fait. Ok. Donc, parce que pourquoi les Chinois, c'est leur histoire, donc s'ils acceptent, ça c'est leur affaire. C'est le problème, oui. Mais les étrangers aussi, et les intellectuels. Donc tout le monde, il n'y a personne qui remet en cause quoi que ce soit de cette histoire. Okay. Mais on voit bien avec les tensions qu'il y a avec le Japon depuis au moins 1400 ans que ça ne fonctionne pas, n'est-ce pas? C'est clair. Voilà. Mais les gens, on va expliquer ces tensions à travers les soubresauts de l'histoire, dans les guerres qu'il y a entre eux, et ou les époques, par exemple, de colonisation de l'un par l'autre, comme par exemple la colonisation de la Corée et de la Chine par le Japon. Donc, on va se rabattre sur ces épiphénomènes. C'est ça. Et ce sont des épiphénomènes parce que le phénomène réel, la source de toute la haine qu'il y a dans cette région,
c'est la destruction de Koudara et le génocide des Noirs par les Han, l'ethnie Han, qui va devenir plus tard, qui vont devenir plus tard les Chinois, puisque ce sont eux, après avoir détruit des royaumes comme les Wei du Nord, les Jin de l'Est. Donc, cette destruction commence surtout à la fin du 3e, 4e siècle, et puis vont culminer au 6e siècle. Donc, quand les Han et leurs complices contrôlent cette région, c'est là qu'ils ont ce que je peux appeler le socle de l'État qu'on appelle aujourd'hui la Chine. C'est à partir de cette région qui est au centre ou à l'ouest de la Chine aujourd'hui. En tout cas, à partir de cette base territoriale, la Chine va s'étendre et va surtout s'étendre, par exemple, au détriment de Goguryeo, qui est le territoire ancestral des Nord-Coréens, c'est-à-dire le territoire nord-coréen d'aujourd'hui, au moins 3 ou 4 fois ce qu'il est aujourd'hui. D'accord. N'est-ce pas? Okay. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie du territoire ancestral nord-coréen qui est dans la Chine. Oui, très, très grande partie. D'accord, super. Et ce sont ces Goguryeo qui ont été, avant d'être les alliés de Koudara, ils ont été les adversaires, pas les ennemis, les adversaires de Koudara, mais adversaires géopolitiques. Et c'est quand Koudara a battu Goguryeo que Koudara est devenu la première puissance d'Asie dans tous les domaines. D'accord. Ça, nous l'avons dit la dernière fois. C'est clair. Donc, quand tu nous invites à revenir aujourd'hui, hein, tu m'invites pour que nous abordions ces thématiques et que notre famille africaine comprenne à quoi peut nous servir Koudara. C'est vraiment très important parce que si nous avons besoin de quelque chose, si nous avons comment dire ça, si nous avons quelque chose à utiliser, quelque chose sur quoi nous devons revenir, mais c'est bien Koudara. Parce que Koudara est l'expression la plus puissante, l'expression la plus poignante, la plus forte, la plus efficace de ce que la civilisation africaine a connu au sens de ce que la science nous présente. Parce que Koudara, c'est au moins l'équivalent de l'Égypte ancienne, mais en plus puissant et en plus concentré. Ah oui, quand même. Ah oui, parce que l'Égypte ancienne, du peu que je sais, à partir de ce que j'ai lu de nos frères et de nos sœurs qui travaillent sur le sujet. Attention, l'Égypte antique, c'est quand même, tu vas sur le terrain, on espère que Koudara, les amis… Non, j'y vais. Non, okay. J'y vais. J'ai le pari, les amis. J'ai lu Cheikh Anta Diop, j'ai lu son collaborateur Théophile Obenga, j'ai lu des plus jeunes qui sont sur le terrain. Donc, et surtout, je suis né et j'ai grandi en Afrique, parce que on parle d'Égypte pharaonique, mais c'est l'Afrique. Bien sûr. Moi, je dis l'Égypte pharaonique pour qu'on la situe géographiquement, mais c'est l'Afrique. C'est ça. L'Afrique pharaonique. L'Afrique pharaonique s'est développée sur le long terme, sur des milliers d'années. Et en plus, c'est même un héritage, puisque je pense que c'est Aristote, dans son livre L'Histoire, qui dit déjà que… Hérodote, plutôt, non Hérodote ou Aristote? Hérodote. Bon, l'un des deux. Mais moi, j'ai dit Aristote. Oui, voilà. Bon, si jamais c'est… Hérodote, on nous dit en commentaire. Oui, voilà. Donc, lors de son voyage, donc, il a des témoignages sur les origines de l'Égypte pharaonique, qui dit qu'ils sont une colonie, ils sont simplement une colonie de l'Afrique à l'intérieur, ils sont des colons, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur ces terres, qui les ont fertilisées par des techniques qui ont permis d'irriguer, de profiter des bienfaits du Nil. Et c'est comme ça que la vie a commencé à naître, dans cette région, tout le long du Nil. En dehors de ça, c'est le désert, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Donc, la civilisation, c'est-à-dire nos habitudes, nos manières de penser et d'être, sont venues de l'intérieur de l'Afrique. Bien sûr. Et se sont exprimées d'une autre manière dans le contexte naturel, géographique, politique, géopolitique de cette zone-là, qui est autour du delta du Nil, n'est-ce pas? Voilà. Mais le long du Nil blanc et du Nil bleu, n'est-ce pas? Jusqu'à l'intérieur de l'Afrique d'où nous sommes nés, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Ça, on en a besoin aujourd'hui. C'est clair. Mais dans l'Asie que j'ai étudiée dans le détail, cette civilisation africaine, ces outils que nos ancêtres ont forgés, ces outils scientifiques, ces outils culturels,
ont fonctionné avec la même efficacité, mais beaucoup plus rapidement. Parce que ce que Koudara a réussi à faire, c'est ce que les Africains de pharaoniques, les pharaons et leur population ont réussi à faire dans cette région-là. D'accord. Mais en plusieurs milliers d'années. C'est-à-dire, les pharaons, ils sont la lumière de la Méditerranée. Ils sont même la lumière du monde. Oui, bien sûr. Tout le monde est venu apprendre là. Bien sûr. N'est-ce pas? C'est important de le dire. Et quand les envahisseurs avaient massacré tout le monde, violé les femmes, tué les gens, ils continuaient à apprendre. Mais sauf que les professeurs avaient le couteau sous la gorge. C'est ça. Koudara arrive au même résultat, c'est-à-dire devenir le phare de l'Asie. L'empire du milieu. Mais regardons ça un peu de manière moqueuse. Je veux me moquer un peu des Chinois. Les Chinois ont massacré tous les Noirs jusqu'à détruire Koudara. C'est comme si on entrait dans une joaillerie, n'est-ce pas? Dans une joaillerie, il n'y a que des œuvres d'art. Tout ce que c'est à vendre, n'est-ce pas? Mais avant de se précipiter pour acheter, comme si c'était des baguettes de pain, on est d'abord en admiration devant ces diamants, tout à fait, ces rubis, n'est-ce pas, ces perles, ces colliers. On se dit, mais si j'en avais les moyens, j'offrirais ça à ma femme. N'est-ce pas, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et dans notre culture africaine, c'est la joaillerie, c'est dans nos traditions. Les premiers dieux, les premières déesses, ils portaient ces colliers, ou alors ils étaient habillés de ces colliers parce que ce sont des étoiles en fait, n'est-ce pas? C'est pour, donc nous on reproduit, on essaie de reproduire dans l'orfèvrerie, on essaie de reproduire l'univers et l'éclat des étoiles, non? Pour en habiller nos femmes, nos sœurs, nos mères, n'est-ce pas? En plus, c'est un poète, les amis, donc. Oh non, je ne fais que répéter les mots de nos ancêtres. Tout à fait. Donc, les Chinois, ils n'ont pas été sensibles à tout ça. Les Chinois sont entrés dans la joaillerie, ils ont tué le joaillier, ils ont violé la joaillière et ils ont mis le feu à la joaillerie. C'est ça. Ce sont les mêmes Chinois aujourd'hui qui disent qu'ils sont les amis des Africains. Ce sont les mêmes parce qu'ils n'ont pas dénoncé leur héritage. Non seulement ils n'ont pas dénoncé, mais ils le revendiquent. Dans les émissions précédentes, j'ai parlé du plan de Xi Jinping des routes de la soie. Mais les routes de la soie, c'est quoi? Je l'avais expliqué. Ce sont les routes du meurtre. C'est les routes du sang et des larmes de nos ancêtres. C'est ça. Donc, au XXIe siècle, ils continuent à se moquer de nous. Donc, pour revenir à notre question, il est important de revenir sur Koudara. Koudara a réalisé en 700 ans ce que l'Égypte ancienne a réalisé en 7000 ans. Et Koudara l'a réalisé dans un contexte hostile, militairement hostile. Parce que quand Koudara est fondé, on va revenir en détail là-dessus, Koudara est fondé dans un contexte hostile. On l'a vu dans les émissions précédentes. Donc, je ne vais pas développer parce que tu vas peut-être avoir des questions là-dessus. Oui, bien sûr. Voilà. Mais Koudara, pour moi, en tant que scientifique, mais surtout en tant que descendant digne de nos ancêtres, en tant que membre conscient de notre famille africaine d'Afrique qui est en grande difficulté et en grand danger aujourd'hui. Famille africaine qui est en grande difficulté dans les Amériques, dans la Caraïbe. Famille africaine qui se bat nuit et jour sur le territoire européen, qu'on appelle européen, sur le territoire qu'on appelle asiatique. Membre conscient de notre communauté qui est en but à toutes les attaques, à toutes les provocations, jusqu'à aujourd'hui, de la même manière que nos ancêtres de Koudara l'ont été, n'est-ce pas? Je sais, savoir dans le sens de, c'est l'apprentissage, c'est la connaissance qui vient de l'étude. Voilà, parce qu'il y a une différence entre savoir et connaître. Bien sûr. La connaissance, connaître, c'est de l'expérience, si je ne me trompe pas. Mais c'est l'un des deux. Mais ça fonctionne comme ça. C'est le savoir de l'expérience. Savoir, oui. De l'expérience de terrain. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt la connaissance qui est plutôt, le savoir qui est plutôt l'expérience et la connaissance qui est plutôt. Tu penses? Bon, alors je le prends comme ça. Bon, les amis, en tout cas, si jamais, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. N'hésitez pas à nous faire ça. Nous partager vos lumières en commentaire. C'est ça. Je sais, je connais, je prends les deux, n'est-ce pas? On prend les deux. Je sais et je connais que l'expérience
de nos ancêtres africains, de race noire et de race blanche, dont les descendants sont aujourd'hui les Japonais, cette expérience sur les 1500 ans, donc depuis la disparition de Kudara, sur les 1500 ans, voire les 2000 dernières années, nous sera d'une utilité grandissime. D'accord. Ah oui, absolument. Sûr et certain. Oui, absolument. Et ce sont des outils prêts à l'emploi. Bon, attendez. Les amis, je vous avais dit tout à l'heure que notre frère Brahimi est vraiment, pour moi en tout cas, d'accord, de la lignée de Cheikh Anta Diop. Moi, je le dis clairement. Voilà, de la lignée de Cheikh Anta Diop. Parce que le travail de Cheikh Anta Diop, malheureusement, à l'époque. Cheikh, tu entendais. Bon, il te respecte, hein, c'est pour ça qu'il fait la comparaison. Mais un héritier. Excuse-nous. Voilà. Non, les amis, sans prétention, non, parce qu'en fait, là, comme Cheikh Anta Diop, tu te bases sur notre histoire qui a été justement cachée, occultée, qui a été même effacée, d'accord, pour aujourd'hui mettre entre guillemets, je veux dire, ton niveau de brique ou ton grain de sable pour la recherche de notre identité. Et absolument. Ça, c'est vraiment ce que nous cherchons aujourd'hui. C'est vraiment le chemin de bataille, non? C'est ce qu'on dit, non? Oui, le cheval de bataille. Le cheval de bataille, voilà. C'est vraiment le cheval de bataille. C'est vraiment la pierre angulaire, j'ai envie de dire, de notre existence. C'est ce qu'on veut. Oui, la pierre angulaire. J'aime bien cette expression-là. Parce que là, si à travers Kudara, comme tu dis, et tu as pris tout le monde à témoin, si à travers Kudara, on arrive à retrouver notre identité, ben c'est fabuleux parce que là, je me base sur tes deux anciennes émissions. En tout cas, tu disais que à l'intérieur de Kudara, d'accord, ou si tu veux, tu disais que Kudara n'est pas mort, qu'on retrouve Kudara à travers le Japon. Oui, c'est ça. C'est le développement de nos deux premiers chapitres, de nos deux premiers rendez-vous avec notre famille africaine. C'est ça. Et qui nous sommes tous sur ce chemin de la recherche, de la reconstitution, de la reconstruction de notre identité, tant personnelle que collective, n'est-ce pas? C'est pour ça que ta manière de présenter la thématique est vraiment fantastique. Donc, retrouver notre identité. Donc, ça veut dire qu'on l'a perdu, soit en entier, soit en partie. Donc, on est tous quelque part dans cette marge-là, n'est-ce pas? Il y en a qui n'ont pas perdu leur culture africaine, mais c'est une minorité. C'est une minorité. La plupart d'entre nous, quand vivent en Afrique ou hors d'Afrique, on s'est retrouvé face à des génocidaires qui, depuis des siècles, écument l'Afrique et la mettent en charpie. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Alors, on appelle ça colonisation, néocolonisation. On a créé des concepts qui sont des espèces de réalités, mais ce sont des fausses réalités. Il n'y a pas de colonisation en Afrique. On ne peut pas parler de colonisation en Afrique et puis parler aussi de colonisation dans d'autres territoires. Ça, tu dirais quoi, par exemple? Mais il faut, les mots ont un sens. Hein. Quand on utilise un mot, c'est pour décrire une réalité. Tout à fait. Mais la réalité, elle ne peut pas être double. Ça doit être la même réalité ou alors d'une valeur approchée. Oui. Donc, par exemple, je ne peux pas dire que l'Europe a colonisé l'Afrique et puis dire après que le Japon a colonisé la Corée. Pour rester sur le même sujet. Oui, parce que c'est pas les. Non, on ne parle pas du tout de la même chose. On n'a pas les mêmes résultats aussi. C'est ça? En Afrique, il ne s'agit pas de colonisation. Si on parle de colonisation entre le Japon et la Corée sud et nord, comme à l'époque du royaume, je me situe au début du XXe siècle, en Afrique, c'est le génocide. Mais c'est un génocide qui a échoué. C'est un des génocides qui ne fonctionne pas. Au sens où la population ne disparaît pas. Génocide physique et aussi génocide culturel. Oui, génocide au sens large. Au sens large, ok. Génocide physique, culturel, oui, génocide physique et culturel. Génétique aussi, voilà, parce que tout ça est motivé par le racisme. Et je termine par là, parce qu'on est en introduction là, je termine par là en faisant comprendre à certains de nos sœurs et de nos frères. Moi, je m'intéresse parce que les étrangers disent ils peuvent penser ce qu'ils veulent. On est dans un monde de liberté, n'est-ce pas? Les gens peuvent penser des bêtises. Moi, ça ne m'a jamais gêné. Mais les étrangers ne sont pas en Afrique et n'essayent pas de dominer l'Afrique parce qu'ils n'ont pas de matières premières chez eux. Ça, c'est faux. Non seulement ils ont eu des matières premières chez eux, parce que
la nature est bien faite. Hein. Moi, je ne suis pas un religieux, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas faire l'insulte aux forces qui ont créé l'univers pour dire qu'elles n'ont pas bien réparti les richesses. La question, c'est que les gens pensent toujours que l'herbe est plus verte chez le voisin. Oui. Les gens veulent toujours ce qu'il y a ailleurs. Mais que chacun regarde son pays, il y a des richesses partout. Mais les richesses, ce n'est pas que l'or, le cobalt, le diamant. Les richesses, c'est d'abord les forêts. Par exemple, les forêts, il y a des forêts partout. Il y a eu des forêts partout. Ça peut être les forêts, l'eau, les cours d'eau, certains pays, oui, il y a des forêts. Il y a la richesse, les poissons. Ça, c'est la richesse halieutique. Il y en a partout. Il y a quoi encore comme richesse auquel les gens ne pensent pas? Il y a la faune, la flore. Quand je dis la forêt, c'est tout cet environnement écologique. Mais moi, j'ai regardé des cartes, parfois pour changer de l'Asie, j'ai regardé des cartes de l'Europe au début du Moyen-Âge. Donc, on va dire entre le début de notre ère, on va dire les 500 premières années. C'est même pas le Moyen-Âge, c'est la fin de l'Antiquité, quoi. Hein? Je suis tombé sur certaines cartes très anciennes de l'Europe. Mais l'Europe est couverte de forêts. L'Europe est couverte de forêts. Il y a des forêts partout. Aujourd'hui, regardez une carte de l'Europe, il y a plus de forêts. Mais ces forêts sont allées où? Elles ont été tout simplement détruites. Et c'est ce que les Chinois ont fait également. La Chine d'aujourd'hui, c'est un véritable désert. Mais parce que les richesses de l'époque des routes de la soie, de l'époque de Kudara, toutes les richesses naturelles ont été gaspillées, ont été dilapidées. C'est tout. Le gaspillage. Les gens n'ont pas vécu selon le mode de civilisation africain, qui est celui de laisser la nature se ressourcer. C'est ça, se régénérer. Se régénérer. On utilise, on profite de l'eau, on épuise les richesses qui sont là, on se déplace de quelques centaines de kilomètres et on va faire la même chose. On détruit Kudara et tous les royaumes africains, on contrôle ces richesses et on distribue ces richesses africaines dans toute l'Asie jusqu'en Europe en prétendant que ce sont ces richesses à soi. Et quand ces richesses sont épuisées, quand on a détruit toutes les forêts, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les sables du désert de Gobi qui soufflent jusqu'à Pékin. Et aujourd'hui, tout le monde étouffe. Et quand tout le monde étouffe, quand on ne peut plus faire l'agriculture, quand on n'a plus de ressources naturelles, c'est-à-dire quand les minerais de fer, les minerais de cobalt, les minerais de je ne sais quoi, quand tous ces minerais, toutes ces mines sont épuisées, qu'est-ce qu'on fait? On regarde du côté de l'Afrique et on se dit, on va construire des liens d'amitié avec les Africains. C'est ça. N'est-ce pas? Voilà. Et on va leur proposer de rejoindre les routes de la soie. N'est-ce pas? Pour créer un grand réseau de relations commerciales entre les peuples frères. N'est-ce pas? Voilà. Entre les peuples frères qui ont en commun toutes les souffrances du monde. N'est-ce pas? Et pour terminer là, pour qu'on puisse rentrer dans Kudara, n'est-ce pas? Pourquoi Kudara nous est utile? Oui, bien sûr, c'est la question que tu vas répondre. Voilà. Je vais conclure en disant en posant une question à notre famille africaine. Si tu me le permets, bien sûr, merci. Parce que c'est toi qui poses des questions. Quand les Africains se vantent de leur relation avec la Chine, je dis bien la Chine, qu'est-ce que la Chine rapporte aux Africains? Moi, j'ai cherché et j'ai étudié la Chine sur des milliers d'années, jusqu'au XXe siècle. Je connais l'Afrique, je suis africain, et je regarde ces relations et je me pose la question de qu'est-ce que les Africains ont à gagner? Moi, je sais ce que les Chinois ont à gagner, parce que je regarde l'assiette des Chinois en toute objectivité, et l'assiette des Chinois est pleine. Bien sûr. Très simplement, moi, je vais sur YouTube et je voyage. Aujourd'hui, les Chinois parlent beaucoup de la Chine et ils nous montrent la Chine. C'est un pays magnifique. Mais tout ce qu'on voit en Chine vient d'Afrique. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Chinois eux-mêmes. Tout ce que les Chinois mangent, d'une manière ou d'une autre, ça vient d'Afrique. Toute cette abondance, le poisson, je vois les Chinois sont bien dodus. Aujourd'hui, il y a des Chinois qui sont obèses.
Cette obésité-là, c'est le signe, quelque part, c'est le signe de la richesse, de l'abondance. Mais l'abondance non maîtrisée, n'est-ce pas? Alors maintenant, ça, c'est bien que les Chinois aient tout ça. Tant mieux pour eux, n'est-ce pas? C'est le problème. Alors maintenant, je dis aux Africains, montrez-moi votre assiette. Même sur YouTube. Hein, parce que sur YouTube, tout le monde essaie de se faire plus gros que le bœuf. C'est ça. N'est-ce pas? On essaie de se montrer plus beau qu'on est. C'est ça. Donc, moi, je regarde maintenant les Africains qui parlent d'eux et de leur assiette. Montrez-moi, je regarde ce que les Africains mangent. Je fais la comparaison avec ce que les Chinois mangent. Mais c'est le jour et la nuit. Les Africains sont faméliques. Il n'y a rien dans les assiettes d'Africains. C'est fort ça. Hein. Alors qu'on est sur le territoire où les terres fertiles sont légion, où il y a des richesses de toutes sortes, où l'Afrique est entourée de mers poissonneuses, et il y a plein de bateaux qui pêchent plein de poissons. C'est ça. Mais qui n'arrivent jamais sur les marchés africains. Eh oui, comme d'habitude. Bizarre, n'est-ce pas? Bon, je m'arrête là parce que ce n'est pas le sujet. Mais Koudara, en 7 siècles, ils font ce que nos frères de l'Égypte ancienne, nos frères, pour ne pas dire nos pharaons, parce que pharaon, c'est distancié. Oui. Nous, c'est la famille. C'est les liens. C'est-à-dire que même c'est une idée qui me vient comme ça. Oui. Et ça, j'ai pris cette idée chez notre grand frère Théophile Obenga, qui parlait des pharaons, c'est-à-dire des familles royales, de la famille royale et de notre spiritualité. Et il avait cité une représentation, une peinture où on voyait, je ne sais plus quel pharaon, mais c'était, non, une femme de pharaon. Je ne sais plus qui c'était, mais c'était la femme peut-être d'Amenhotep. Amenhotep III ou Toutmosis Ier. Allez, il faut, tel que on retrouve ces noms chez les Grecs. Mais apparemment, il paraît que ce n'est pas les noms africains. mais cette reine, elle était en intimité avec les dieux. C'est-à-dire qu'il s'appelait mon frère, ma soeur. Parce que j'ai dit mon frère, ma soeur tout à l'heure, que je m'adresse à la famille africaine. N'est-ce pas? Que la famille africaine réponde à cette question de qu'est-ce que ça nous apporte d'être en relation avec les Chinois, concrètement. C'est ça, n'est-ce pas? Et puis, j'ai utilisé le terme de frère, de sœur. Mais je voulais que notre famille, quand je les appelle frères, sœurs, qu'ils comprennent quelle est la profondeur et la puissance de ce mot de frère, de sœur. C'est pas seulement d'avoir en commun une parenté, des parents. Ça va plus loin. Parce que même quand on est avec les dieux, c'est-à-dire les forces supérieures de la nature, on les appelle frères, sœurs. Il y a cette intimité. Et quand on regarde dans le reste du monde entier, les relations qu'ils ont avec leur dieu et leur déesse ou le dieu, ce sont des rapports de force. Ce sont des rapports ce sont des rapports sadiques. Puisque moi, j'ai lu la Bible, je n'ai pas lu d'autres livres saints, mais c'est un dieu courroucé. C'est un dieu qui est... moi, j'ai du mal à souvent, quelquefois, trouver l'amour. Ça, c'est un sujet. Désolé pour nos amis chrétiens. Donc moi, j'ai répondu. C'est bon. Ça me va. J'ai répondu, donc on terminait. Et c'est pour ça que je suis allé sur la Chine. Donc, en fait, nos ancêtres, ils ont fait enfin, Koudara, c'est vraiment la puissance, la concentration. 7 siècles contre 7 millénaires. D'accord. J'ai fait ce 7-7-là. Et puis, Koudara, c'est un joyau. Mais les autres, ils sont fichés du joyau, donc ils ont niqué tout le joyau. Et aujourd'hui, après avoir niqué leur propre nature, puisque je parlais d'héritage, des ressources naturelles, ils ont niqué nos héritages et ils ont même bousillé leur propre environnement. Et aujourd'hui, ils viennent avec des sourires pour nous dire qu'ils sont nos amis. Et donc, je posais la question à notre famille africaine. Puisque on est de si bons amis, moi, je regarde donc ce que nous, on gagne dans cette amitié. C'est ça. Moi, quand je regarde ce qu'ils gagnent, je vois des gens qui sont bien doués, bien gras. Et quand je regarde du côté africain, l'assiette est vide. C'est clair. Bon, et ça fait penser comme ça, les amis, à ce qui se passe en ce moment au Sénégal. Ok, donc les amis, il a très bien expliqué, détaillé la première partie. Il a dit lui-même, les amis, d'accord, il prend le pari, il présente
Kudara au même titre que l'Égypte antique. Il fait comme fort, les amis. D'accord? Et il est sûr de ce qu'il avance. Donc, nous, on va lui faire confiance. Il va maintenant nous expliquer en quoi, d'accord, Kudara peut être vu comme l'Égypte antique, c'est-à-dire que en quoi Kudara, qu'est-ce que Kudara peut nous apporter? C'est ça. Qu'est-ce que Kudara peut nous apporter? Parce qu'on a vu ce que Kudara a apporté, et tu l'as dit aux Japonais, parce que quand tu regardes la grandeur du Japon, les amis qu'il a si bien vanté, décrit là brièvement dans cette émission, mais dans les émissions passées, il a très bien expliqué, d'accord? Donc quand on regarde ce qu'est devenu le Japon, ça fait rêver. On a aussi, nous, envie, on prétend au développement, pas développement dans le sens occidental, bien évidemment, on prétend à la réussite, on crie haut et fort qu'on veut revenir à nous-mêmes. Mais toi, tu présentes une face de ce nous-mêmes-là, entre guillemets, qui a bien fonctionné, qui fonctionne très bien. Frère Bahimi, explique-nous, s'il te plaît. Explique-nous. On veut bien te croire. C'est quoi l'avantage? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Explique-nous. J'adore cette question. Moi, le mot qui me vient à l'esprit, qui concentre tout ça, et que je pense que tu as utilisé à un moment dans les premières minutes de cette émission, c'est le mot héritage. Héritage, c'est ça. Ah oui, héritage. Et nous, en Afrique, nous aimons bien ce mot. Parce que les parents, les grands-parents ont toujours ce souci, c'est celui de l'héritage. Tout à fait. L'héritage, à commencer par l'héritage spirituel, parce qu'ils savent que c'est ça qui est le principal, c'est pas le matériel. Super. Donc, j'adore vraiment ta question. Et effectivement, il y a un héritage de Kudara pour l'Afrique. D'accord. Mais parce que c'est cet héritage que les Japonais ont utilisé et utilisent. Bah oui. Ok, d'accord. Bah oui, les Japonais n'inventent pas l'eau froide. Les Japonais ne partent pas de zéro. Donc, ils ne sont pas stupides. Quand on regarde la vie des Japonais de A à Z, aujourd'hui, quand tu vois un Japonais dans la façon de faire, toi, tu vois Kudara. Mais c'est pas moi qui le vois, c'est les Japonais eux-mêmes qui disent. Eux-mêmes qui le disent. C'est les Japonais eux-mêmes qui le disent. Intéressant ça. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard dans l'émission. Oui, bien sûr. De donner des exemples concrets historiques. Bien sûr. D'ailleurs, ça va être la prochaine question que je vais te poser. D'accord. Je brûle d'entendre cette question. Okay. Mais il faut que je réponde à propos de Kudara. Donc, à quoi Kudara peut nous servir? Là, j'entends tu es vraiment un homme concret, pragmatique. Tu es vraiment un vrai Africain. Les amis, mettez les cœurs. Non. C'est pas pour le flatter. Hein. C'est comme ça que nous, les Africains, et de manière générale, les Noirs, comme on s'appelle aujourd'hui, de manière très facile, c'est comme ça qu'il faut être. Il ne faut pas être aérien, trop philosophique. À un moment donné, il faut revenir au plancher des vaches, comme les Français le disent. Il faut revenir aux réalités concrètes. Parce que nos ancêtres ont toujours été concrets. C'est bien nous, les scientifiques. Bien sûr. La science, c'est notre culture. Tout à fait. On appelle ça science. Il n'y a pas de science. Ce qu'on appelle la science, c'est la culture africaine. Bien sûr. C'est-à-dire la connaissance fine et détaillée de tout ce qui nous entoure, du milieu dans lequel nous vivons et qu'on ne comprend pas. N'est-ce pas? Et qu'on appelle l'univers. C'est ça. Kudara a été l'empire du milieu, c'est-à-dire le royaume le plus important dans un espace qui est le continent asiatique, ce gigantesque continent que vous connaissez, qui est l'Asie. Kudara a eu des échanges avec de multiples peuples, des échanges économiques, des échanges culturels, surtout culturels, et dans la culture, des échanges spirituels, donc tout ce qui touche à l'esprit, n'est-ce pas? Tout ce qui touche aux créations de l'esprit. Des échanges commerciaux, tout ce qui touche à la construction de notre monde, n'est-ce pas? Le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel on habite, et surtout ce qu'on mange, n'est-ce pas? Les échanges commerciaux, la plupart du temps, ou plutôt la moitié des échanges commerciaux en général sont en relation directe avec ce qu'on a dans l'assiette. C'est ça. Et ça demande aussi un savoir-faire et des traditions bien implantées. D'accord. Puisque la plupart des peuples avec lesquels Kudara est en contact, ce sont des peuples nomades. Et jusqu'aujourd'hui, leurs descendants sont là et on les voit vivre. Ils vivent comme des nomades. Ils ne peuvent pas nous tromper. Hein. Ah oui. Nous, on n'est pas des nomades. Nous sommes des sédentaires. Bien sûr. Et on ne peut pas se tromper, n'est-ce pas? Voilà. Donc, l'héritage de Kudara est certain. Et l'exemple
l'exemple concret de ce que cet héritage existe, c'est le Japon. Le Japon, là. Mais cet héritage, il faut que je puisse le caractériser, n'est-ce pas? Comme on fait un peu à l'école. Donc, cet héritage, il se trouve où? Parce que quand je pointe le Japon comme ça, on va dire, mais le Japon, il est d'abord le fruit du travail des Japonais, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est ça. Mais si je prends mon scalpel, mon couteau de chirurgien et que je commence à couper comme ça, il faut que je pointe certaines choses ancestrales, que les Japonais nous indiquent et que personne n'écoute. Parce que quand les Japonais parlent, les Noirs d'Afrique voient les Japonais comme des Blancs. Bien sûr. Et ils n'entendent pas, et ce qu'ils entendent dans leur cerveau vibre différemment. Ils ne voient pas en les Japonais des membres de la famille africaine. Pour nous, c'est à part. Pour nous, c'est des gens à part. Oui, ce sont des gens à part. Et moi, je n'arrête pas de dire que non, c'est faux. Puisque les Japonais eux-mêmes le disent. Mais sauf que ça ne s'entend pas, bizarrement. Mais c'est peut-être parce que aussi la situation d'Afrique, entre l'Afrique et le Japon, il y a certains pays qui sont... Est-ce qu'ils le disent réellement? Tu es sûr qu'ils le disent réellement? J'espère que j'aurai l'occasion de le dire, d'en apporter la preuve. Okay. Donc, Kudara, c'est quoi? C'est-à-dire, quand les Japonais repensent à leurs ancêtres pour s'appuyer sur eux, Kudara, parce qu'ils sont en difficulté ou parce qu'ils ont des défis à relever, Kudara, c'est d'abord ce que j'appelle des éléments de reprogrammation. Kudara, ce sont les Africains et nous sommes des Africains. Ces éléments de reprogrammation, c'est quoi? C'est d'abord le fait religieux. Et avant le fait religieux, l'histoire. Parce que l'histoire, c'est tous les événements que nous avons vécus, n'est-ce pas? Et toutes les traditions, tous les comportements, toutes les bonnes pratiques que nous avons amassées, n'est-ce pas? C'est dans cette histoire qu'on va retrouver ce que j'appelle, moi, les éléments de reprogrammation. C'est l'histoire qui nous enseigne ça. Okay. D'où l'importance aujourd'hui, puisqu'on veut retrouver, on veut résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés au XXIe siècle. L'histoire, c'est l'élément numéro 1. Il y a tout dedans. Et c'est un chercheur qui parle. Oui. Oui. Il y a tout dedans. C'est la clé. Et je ne suis pas le premier à le dire. Je ne fais que répéter ce que d'autres, des centaines de milliers de nos ancêtres ont dit. N'est-ce pas? Oui, l'histoire, très important. L'histoire, c'est-à-dire, c'est la science. Parce qu'en Afrique, l'histoire, c'est un outil de science. C'est un outil de compréhension. Ce n'est pas le cas partout. Parce que il faut bien rappeler ça. Dans d'autres pays, l'histoire, c'est la propagande. C'est un outil de manipulation, n'est-ce pas? Ce n'est pas de ça qu'on parle. Donc, les éléments de reprogrammation, c'est quoi? On les retrouve dans l'histoire. Le premier élément, c'est le fait religieux. C'est-à-dire la conscience pour nous, en tant que peuple, au plus profond de nous, de qui nous sommes et d'où nous venons. Le plus loin possible. Et ce plus loin possible, c'est encore l'histoire qui nous l'indique, puisque c'est ça qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle nos mythes fondateurs. Ce qu'on appelle les mythes fondateurs ou les récits fondateurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire la manière dont un peuple va se raconter dans les premiers temps, les premiers âges. Quand on rend hommage à nos ancêtres, n'est-ce pas? Au premier, ce les qu'ils ont plus fait. Valeureux, parce que nous, on peut que parler. Les plus valeureux, ceux qui avaient affaire à l'incertitude, au danger, qui se disaient, bon, où est-ce qu'on va dormir ce soir? Et ils s'entendaient, papa, maman, j'ai faim, on a faim, où est-ce qu'on va dormir? Nous, aujourd'hui, on sait où on va dormir et ce qu'on va manger. Donc, dans ces mythes fondateurs, ceux qui ont bâti, qui ont posé la pierre angulaire de nos empires, on les retrouve dans ces mythes fondateurs. Et le tout premier, un de ceux à quoi on pense, un de ceux auxquels on pense, c'est le récit d'Isis et d'Osiris. Bien sûr. Et dans Isis et Osiris, qu'est-ce qui se passe? Donc, je parlais des éléments, des éléments de reprogrammation, c'est le fait religieux. C'est-à-dire que dans ce mythe-là, ce mythe ou ce récit fondateur, il y a toutes les clés. Il y a les 3 clés. Et je vais les donner tout de suite. Comme ça, notre famille ne se perd pas. Le fait religieux, au sens large. Le fait religieux, ou bien, comme on pourrait le dire chez nous, le fait spirituel. N'est-ce pas? Voilà. C'est-à-dire comment s'établit, comment se construit et quelle est la nature de notre relation avec les forces supérieures de la nature
pour ne pas dire Dieu, n'est-ce pas? Mais comme aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens, de musulmans parmi nous, donc je vais dire Dieu ou Allah pour que les gens comprennent. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Bien sûr. Nous, on n'a pas donné de nom à la force créatrice de l'univers parce qu'on ne sait toujours pas ce que c'est. Tu ne peux pas nommer quelque chose que tu ne connais pas, dont tu n'as pas fait le tour, dont tu n'as pas la maîtrise scientifique. Voilà. Donc, en Afrique, il y a beaucoup de noms qu'on va donner à ces forces. C'est même pas des noms, c'est des descriptions en fait. Voilà, des noms, des descriptions multiples. C'est ça, en fonction de ce que la personne fait, de l'énergie, de ce qu'il fait, etc. Mais justement, parce qu'il y a cette incertitude, n'est-ce pas? Alors, donc, le fait religieux, premier élément de reprogrammation, c'est-à-dire quand les Africains ont tout oublié et qui veulent revenir à ce que leurs ancêtres étaient, retrouver cette puissance, cette force, résoudre des problèmes et faire apporter le sourire au visage des enfants et au visage de leur femme quand c'est un homme et au visage de leur mari quand c'est une femme. Ils reviennent sur ce dont je parle. Le fait religieux, quelle est notre chose? Est-ce qu'on n'a pas perdu la relation avec la nature? La nature qui est l'expression vivante, immédiate, accessible de Dieu. Hein? D'accord. Parce que là, quand on cherche Dieu, c'est la nature. On commence par là parce que c'est ce qu'il ou c'est ce qu'elle a créé. Tout à fait. C'est sa création. Donc là, en voyant ça sous cet angle-là, on voit déjà l'Afrique. Ok. Donc premier élément. Deuxième élément, le peuple. Le peuple, ok. Au sens de la science politique, le peuple, pas la population. C'est pas juste des gens qui sont réunis comme ça dans un restaurant en train de manger ou en train de regarder un match de foot ou en train de parler de choses et d'autres. Oui. Non, c'est un peuple conscient. Ce peuple qui a commencé à se poser des questions sur sa relation avec l'environnement proche et lointain. Cette nature qui est ordonnée, qui est organisée. Ces oiseaux qui volent, mais pas dans tous les, pas n'importe comment, qui eux ont apparemment conscience du milieu dans lequel ils sont et qui ne se permettent pas tout et n'importe quoi. Et quand je parle des oiseaux, je parle aussi des autres animaux, les lions, les hyènes, les girafes, les phacochères, ils suivent, on les regarde, on se dit, mais on dirait qu'ils obéissent à un ordre. Mais quel est cet ordre? Donc, le peuple, il se dit, apparemment, il y a un ordre. Je ne le comprends pas encore, mais je vais essayer de le reproduire à mon échelle à moi. Et donc, on se réunit, on s'appelle frères, sœurs, et on décide de bâtir un État. Donc, l'État vient du peuple. C'est la population consciente qui décide de se constituer dans un territoire et de vivre en groupe comme un groupe issu des mêmes ancêtres, comme ayant la même origine, comme étant fait de la même matière. Partageant les mêmes valeurs. Partageons les mêmes valeurs. Étant fait de la même matière, comme si on avait été fabriqué par, j'ai parlé de Dieu, de ce Dieu tout à l'heure, parce qu'il faut, ça dépend aussi de comment le mythe fondateur ou les récits, les premiers récits présentent notre relation avec la force. Donc on va accepter d'abord ces récits-là et puis on va se... Voilà, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le peuple est conscient et il partit un État. Donc, on est à l'époque de Narmer, par exemple, de Grand Narmer. On est à l'époque où les deux terres vont se réunir pour faire la Grande Afrique, n'est-ce pas? Le Sémataoui. Voilà, la Sémataoui, voilà, c'est ça. Donc, il y a la réunion de au moins deux choses. Donc, il y a un effort qui est fait pour mettre les gens ensemble, n'est-ce pas? Et pour fonder un État. Ça, c'est la politique, n'est-ce pas? Intéressant. Mais cette politique, elle est fondée sur quoi? Elle est fondée sur ce que j'ai dit avant, sur le spirituel. Oh, il n'y a pas de ça, sinon il n'y a rien. Sans la partie spirituelle, ce n'est pas possible de se constituer, comme tu as dit, en État. D'abord en groupe partageant la même vision, partageant les mêmes valeurs, la compréhension du monde, la compréhension de la nature, etc. C'est impossible. Oui, donc tu vois que sans le spirituel, il n'y a rien, n'est-ce pas? Parce que c'est une aventure. Le spirituel fixe le cadre. C'est ça. C'est pour ça que j'ai commencé par parler des récits fondateurs et du mythe d'Isis et d'Osiris qui contient tout. C'est ça. N'est-ce pas? Tout à l'heure, on va bien le voir. Donc, première chose, le spirituel. Deuxième chose, le peuple. Le peuple qui va créer l'État. Donc, ça, c'est la politique. Et à partir de l'État, donc l'État qui est dans la science politique moderne, c'est un concept et tout ça. Chez nous, c'est un fait historique. Ce n'est pas un concept. N'est-ce pas? Parce que un concept, c'est une création ex nihilo. Et en général, quand on utilise un concept, c'est parce qu'on n'a pas la maîtrise de la nature, des choses naturelles.
Donc, on va créer quelque chose d'artificiel pour essayer de reproduire la nature et pouvoir étudier ce qu'on ne peut pas naturellement faire. C'est ça. C'est ce qu'on Bien sûr, apprend à l'école, bien n'est-ce pas? sûr. Voilà. Chez nous, c'est totalement différent. C'est que nous, L'État d'aujourd'hui, qui est un État colonial en Afrique, l'État colonial, ce n'est pas un État qui a été créé par les Africains. C'est ça. C'est un concept. Ce qui fait que ça ne marche pas. Voilà. Et ça a été créé ailleurs. Donc, je ne vais pas développer ça. Oui. Notre famille connaît, hein, n'est-ce pas? Ils savent. On le vit, ils le voient. Voilà, ils peuvent aller fouiller dans leur bibliothèque ou pas besoin, fouiller dans leurs souvenirs d'université ou de lycée, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Nous, en Afrique, l'État, c'est un fait historique. C'est une création par le peuple. Donc, il y a des gens qui sont assis comme toi et moi et qui disent on va créer un État physique, un territoire qu'on va contrôler par la force. Et ensuite, on va créer les organismes, n'est-ce pas? On va créer les institutions qui vont symboliser cet État. Oui. C'est-à-dire, on va créer des institutions à l'image de l'État. Donc, là encore, le spirituel intervient. Ce n'est pas des institutions comme ça. Donc, ce qu'on va appeler aujourd'hui, pour aller vite, les ministères, n'est-ce pas? Ministère veut dire au service de. Bien sûr. N'est-ce pas? On est bien dans le même esprit de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'État, le territoire, va être organisé et contrôlé par un autre État à travers ses démembrements, n'est-ce pas? Qui sont des organisations, des organismes, n'est-ce pas? Qui vont concrètement exister par ceux qui les représentent, c'est-à-dire des individus. Donc, dans la population, on va choisir certains individus sur des critères moraux. Bon, on ne va pas s'étaler dessus, mais des gens qui sont honnêtes, qui sont capables de parler au nom du groupe. D'accord. Et qui vont, hommes ou femmes, peu importe leur âge, remplir cette fonction ministérielle, c'est-à-dire cette fonction du service, d'être au service du groupe. C'est-à-dire, peuple, de quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour votre sécurité? Nous voulons ça, parce qu'il y a tel et tel problème, donc il y a des doléances. Et les représentants de l'État qui ont été bien sélectionnés, donc ce sont des gens de science, ce sont des gens de pouvoir, qui ont de la volonté, qui ont de l'humilité. Donc, ce sont des femmes et des hommes de décision et d'action, de réflexion et d'action. Bon, actuellement, la situation de l'État, territoire, c'est ça. Le peuple nous a rapporté ça. Donc, on a toutes ces informations. Nous sommes intelligents et déterminés. Donc, l'armée, on va la construire de telle et telle manière. Donc, voici les industries que nous devons construire. Donc, toi qui es au ministère de l'Industrie, donc, tu as compris ce que tu dois faire. Voilà. Et nous, madame qui est au ministère, excusez-moi, madame la première ministre, de parler beaucoup, mais je ne fais que répéter ce que vous avez dit. Hein. Voilà. Donc, madame qui est la ministre des Finances, donc vous notez en écoutant tous ces développements, les budgets qu'il va falloir allouer à tous les projets. C'est ça, à mon avis, la Sematawi, là, c'était pas loin d'être quelque chose comme ça. N'est-ce pas? C'est ça. Et je suis sûr que la famille africaine, nos sœurs et nos frères qui nous écoutent, avant même que j'ouvre la bouche, ils disent déjà la même chose. C'est ça. N'est-ce pas? On est d'accord. Parce que quelque part, au fond de nous, c'est inscrit. C'est du bis repetita. C'est ça. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ça, c'était le deuxième élément très important. J'ai pris un peu de temps, mais c'est un élément important. Le peuple qui bâtit l'État. Ensuite, cet État, il va se concrétiser par une structure administrative, mais au service du peuple. Il est hors de question qu'on ait un État où on a des petits individus qui roulent en grosses voitures et qui distribuent des coups de matraque à travers leurs collègues de la police, qui distribuent des coups de matraque contre le peuple. On voit bien que ça ne peut pas fonctionner. Puisque c'est le peuple qui les a créés, ils ne peuvent pas se retourner contre le peuple. Leur travail, c'est d'être au service du peuple, de le nourrir, de le protéger. Sinon, ça n'a aucun sens d'avoir l'État. D'accord. Ensuite, la troisième chose, c'est dans cette déclinaison du peuple qui donne naissance à l'État, comme si une maman donnait naissance à son beau bébé. Ce bébé-là lui donne aussi naissance à autre chose qui est la famille. Oui. Peuple, famille. Peuple, État,
État pour que le peuple s'organise. Parce que le peuple, ce sont des gens. Les gens ne vont pas s'occuper de tout, de tout le temps. Il y a une organisation. Voilà, il faut s'organiser. Donc, on va déléguer ce qu'on appelle on va déléguer les charges régaliennes, comme on dit un peu de manière savante, les fonctions régaliennes comme la justice, la défense, les finances, l'administration territoriale, l'éducation, l'éducation, oui, l'éducation. Et après, il y a d'autres ministères qui arrivent, comme on peut imaginer un ministère de la famille, n'est-ce pas? Parce que spirituellement, tu sais que la famille, tu sais, les représentations spirituelles dans notre religion, on va dire, pour que les gens sentent bien, dans notre spiritualité, on montre qui? On montre Isis et Osiris et la famille. Et Horus, c'est la famille. C'est ça. Tout commence par la famille. Voilà. Donc, tous ces ministères sont organisés, mais tout ça est organisé pour que l'État puisse fonctionner. Mais après l'État, l'échelle suivante, c'est la famille. Parce que c'est à cette échelle que peuvent être implémentées ou de manière efficace doivent être implémentées les politiques les plus ambitieuses. N'est-ce pas? Oui. Et ça, ce n'est pas une position idéologique. Nos frères et nos sœurs du Japon ne l'ont jamais oublié et ils l'ont appliqué. D'accord. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai appelé ça les éléments de reprogrammation. Frères et sœurs d'Afrique, cher peuple noir, quand vous êtes perdu, vous revenez à ces 3 éléments et ça fonctionne. Okay. Donc, ça, c'est la première étape. Et nous avons un exemple, n'est-ce pas, dans cet héritage. On ne se perd pas. On est toujours dans cette première question de l'héritage de Kudara pour le Japon et l'Afrique. Et l'exemple concret que ces éléments de reprogrammation fonctionnent, mais c'est Kudara. C'est Kudara. Et tout le monde, nous sommes assis là, avec la famille africaine, nous sommes des millions. Et nos frères et nos soeurs, ceux qui ont fondé Kudara quelque part, je ne sais où, peut-être entre 2 collines, ou peut-être au bord d'un ruisseau, alors qu'ils fuyaient les tueurs chinois qui voulaient les massacrer, ou plutôt les tueurs Han, parce que c'était il y a à peu près 2000 ans, la Chine n'existait pas encore. Et ils se disaient, mais comment on va faire, comment on va survivre? Donc, ils ont couru jusqu'en Asie du Nord et ils sont tombés sur les Aïnous, des peuples noirs là, de culture africaine, et puis d'autres peuples blancs qui sont les ancêtres des Japonais d'aujourd'hui, qui leur ont dit, ne vous inquiétez pas, on va vous protéger, on va vous nourrir, je fais vie, mettez-vous là, vous allez dormir là-bas, montons les tentes par-ci, faisons cela, nous on peut héberger 2 familles, vous pouvez, voilà, on va manger dans la même assiette pendant quelques temps. Mais ce sont des centaines de milliers de réfugiés, de réfugiés qui fuient des génocides. Et ça, ce sont des survivants. Donc, ce sont des gens qui ont tout perdu, qui sont désespérés, qui ont peur de tout, mais ce sont des loques humaines. C'est-à-dire que ils ont été accueillis par des peuples qui... C'est-à-dire que c'est une bénédiction divine. Ça, c'est vraiment, comment dire ça, une première... on peut féliciter, entre guillemets, le Japon pour ça d'abord. Premier acte. C'est-à-dire accueillir des gens, ils auraient pu suivre les Han. Ils ne l'ont pas fait. Mais toi, tu es un vrai Africain, toi. Je l'ai dit tout à l'heure. Nos frères et nos sœurs ont dû dire, regardez ces deux-là. Ils ont mangé le marché, ils ont bu le bissap, et maintenant ils viennent nous raconter leurs histoires. Ouais, tu es africain, ceci, cela. Ils se donnent des bons points. Voilà les réactions. Quand les gens disent souvent, je suis un Kémi, tout ça, ce sont les déclarations. Être africain, ce sont les faits. D'abord la parole, ensuite le geste. N'est-ce pas? Mais ça, c'est ça qui prouve que les Japonais, là, ce sont des Africains. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils vivaient déjà comme ça avant de rencontrer nos ancêtres réfugiés, là, avec qui ils vont former Kudara, qui est cette puissance dont je parle. Moi, j'ai fait la recherche pendant 25 ans. 25 ans, c'est tous les jours. Hein. Je n'ai jamais pris de vacances. Et c'est au moins 15 heures par jour. Mais chaque jour, je découvrais une nouvelle chose. Chaque jour, j'étais en admiration. Et j'étais fier d'être né là où je suis né. Je remerciais ma mère de m'avoir mis au monde là où je suis né. En Afrique, là-bas. Dans une colonie d'Afrique centrale, quelque part là-bas. C'est fort, les amis, c'est fort. Et je reviens à ce que tu disais qui est très important. Il faut remercier les Japonais, les ancêtres des Japonais, c'est-à-dire les Japonais là qui sont là. Il faut les remercier parce qu'ils auraient pu faire comme les Han. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ça.
Coupez les têtes. Bien sûr. D'abord, vous les belles femmes, là, venez ici, on a besoin des esclaves. Tout ça. Et vous, les hommes, là, on n'en a pas besoin. Coupez les têtes. Allez. Excuse-moi, je fais ça un peu de manière théâtrale, mais c'est ça que nos ancêtres ont vécu. Bien sûr, c'est fort. Pendant des siècles. Parce que le massacre des populations africaines en Asie, c'est des siècles. J'en avais parlé la dernière fois. Donc, l'histoire de Koudara, c'est une histoire dramatique, mais c'est aussi une histoire. Et je suis là dans l'exemple je suis là dans cette partie où j'essaie de démontrer que les éléments de reprogrammation fonctionnent et que nos ancêtres les ont utilisés. Oui. Donc, dans cette histoire dramatique où il faut remercier les Japonais, d'origine de couleur blanche et les Japonais de couleur noire qui vivent sur le même territoire, les uns qu'on appelle les Aïnous, les autres qui sont ceux-là qui ont la peau blanche, vraiment blanche, hein, c'est pas jaune. Hein. Donc, il faut les remercier parce que non seulement ils auraient pu faire comme les Han, mais ils se sont attirés sur le danger. Parce que quand tu vas secourir des gens qui sont en danger, qui sont tu prends le risque. Oui, tu prends le risque, tu te mets à dos les génocidaires. C'est ça. Qui vont dire, ah ouais, donc toi tu es pour les droits de l'homme. donc c'est vous les sauveurs de l'humanité. Pourquoi tu protèges ces nègres? Donc, c'est vous, hein, vous êtes aussi parmi les nègres. Hein, vous voulez sauver ces gens-là. Ah bon? Bon, attendez, une fois qu'on a fini avec eux, on va s'occuper de vous. C'est ça. Donc, moi, je te remercie parce que je n'y ai pas pensé. Je le dis, permets-moi, ou disons-le ensemble, merci aux Japonais d'aujourd'hui. Merci d'avoir sauvé nos ancêtres parce qu'ils venaient d'Afrique de très loin. Quand on recule dans les siècles, ils venaient de très loin. Mais ce sont aussi vos ancêtres. Bien sûr. Donc, merci aux Japonais d'avoir sauvé vos propres ancêtres. Et ce qui fait que c'est pour ça que vous êtes vivants. C'est pour ça que vous êtes là. C'est ça. Mais merci. Et je rappelle que nous, on a un rapport particulier avec ceux avec qui on forme une alliance. Parce qu'en temps normal, si on avait gardé notre initiative historique, si on n'avait pas connu ces siècles de destruction, le peuple noir d'Afrique allait créer des rapports mettre en place des rapports avec les Japonais. C'est-à-dire qu'on allait créer des alliances, on allait faire des choses ensemble et on allait même faire des cérémonies ensemble, etc. C'est ça comme on le faisait avant. C'est ça. Malheureusement, on a perdu tout ça. C'est ça. Donc, merci aux Japonais. Merci aux Japonais. Comment dire en japonais? Domo arigato. Merci beaucoup. Arigato. Oui, arigato. Entre amis, on peut se dire arigato. Mais moi, je vais exprimer, parce que je connais un peu ces formules, avec la politesse qui va avec. Domo arigato gozaimashita. En regardant la caméra et en mettant la formule de politesse. Oui. Mais si on dit arigato, là-dedans, puisqu'on est de la même famille, ils comprennent aussi. C'est la même chose. Wow. Tu vois? Donc, ils ont pris sur eux. C'est un risque qu'ils ont pris. Donc, ils rencontrent Koudara et voilà donc deux peuples dont on voit bien les origines très différentes. D'un côté, des peuples sédentaires qui vivent dans une région où, pour vivre, il faut être des guerriers. Hein. Oui, sûr. Le Japon qu'on connaît dans l'histoire officielle, qui est ce peuple guerrier, ils étaient déjà comme ça à l'époque où... Et c'est pour ça qu'ils ont pris le risque. C'est ça. Ils ont dit se dire, ne vous inquiétez pas. Allez, installez-vous. Mangez les saucissons. Bon, pas les saucissons quand même. Excusez-moi. Non, on a certains d'entre nous qui aiment les saucisses. Non, mangeons qu'est-ce qui est bon. Manger le poulet. C'est parce que c'est dans le folklore. Ça, c'est tout des Camerounais, ça. Le porc, il est très le porc. Non, mais chez nous, on a une petite parenthèse. On a les musulmans. Hein. Mais tout se fait dans la compréhension, tu vois. Oui. Donc, je ne vais pas manger du saucisson quand je suis avec mes amis musulmans. Non. Mais eux, ils peuvent m'offrir. Moi, je connais des couples où le mari ou la femme est musulmane et la femme musulmane va préparer le cochon à son mari en disant non, tu peux manger, ça, c'est pas grave. Moi, je le prépare, mais c'est ton truc. Je sais qu'une fois par an, tu aimes bien ça. Ouais. Voilà. Bon. Donc, la pratique religieuse en Afrique, elle n'est pas comme ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. C'est vraiment africaine. Bon, voilà, donc c'était ça. Donc, les Japonais, à l'époque, ils ont dû se dire bon, range bien les sabres là d'abord. Voilà. Non, mangez, buvez, mangez les poulets, installez-vous. Bon, les enfants, faites la place à vos nouveaux copains, tout ça.
Ne inquiétez pas, s'ils viennent, ils connaissent. Nous avons le sens de l'accueil. Très bien dit comme ça. Voilà. Donc, et à un moment donné, les années passant, tu vois un peu, ça fait surpopulation. Regarde, vous étiez dans une famille où il y avait le père, la mère et les 2 enfants. Et maintenant, vous vous retrouvez avec les pères, les mères et les 25 enfants dans la même maison. Ben, la maison n'a pas gonflé. Hein. Bien sûr. Nous, on connaît ça en Afrique. Tu sais, en Afrique, vous habitez là, et puis les oncles viennent, les tantes viennent, les arrière-cousins. Et les voisins qui viennent souvent continuent à venir. C'est ça. Et il n'y a personne qui envoie son texto avant. À l'époque, il n'y avait pas les textos, mais je ne sais pas comment les gens font aujourd'hui. Mais je ne suis pas sûr que les gens envoient les textos avant de venir, avant d'aller chez leurs amis. Enfin, j'espère que non, parce que franchement, ça voulait dire qu'on est en train de prendre le mauvais chemin. Parce qu'en général, si tu préviens les gens, ils se préparent, mais pas dans le sens qu'on veut. C'est plus naturel, quoi. Ouais, c'est pas naturel, c'est plus comme avant. Tu vois, on aimait bien la surprise. Bon, bref, ici, c'est dramatique. La mort rose. La nature est limitée. Ce qu'elle pouvait donner aux Japonais de l'époque, elle continue à les donner, mais elle ne s'est pas multipliée. Or, les bouches à nourrir se sont multipliées. Donc, les 2 peuples, pour aller plus vite, les 2 peuples se sont dit, on ne peut pas, il faut qu'on fasse quelque chose. Nous, on vivait de cette manière, on ne peut pas vivre comme avant. Parce qu'on ne peut pas vous chasser. Regardez, là-bas, de l'autre côté, là-bas, il y a le Pacifique. On ne va pas vous jeter à la mer. Après, vous avoir nourri pendant des années. C'est ça. Nous sommes obligés d'inventer autre chose. Il faut. Là, on est assis là. C'est le conseil des sages, conseil des femmes, conseil des hommes, conseil des jeunes, conseil des vieux. Voilà. Les 4 conseils sont là. C'est pas africain. C'est ça. Si on s'est réunis comme ça, c'est parce que l'heure est grave. On a des problèmes sur la table. Et pas que les Han là-bas qui rêvent de venir nous massacrer ici, mais ils ne viennent pas encore parce qu'ils connaissent le tarif. C'est ça. Nous sommes en train de parler de l'État. Comment on va faire? Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que l'explication, elle est dans ce que Kudara est devenu plus tard. Et que les Japonais, ce sont des gens qui sont très près de leur héritage, très près de leurs valeurs, de leurs ressources, et qui les utilisent en bon père de famille, comme on dit souvent, avec une gestion intelligente, n'est-ce pas? Sans gaspiller. Les 2 peuples se sont dit, bon voilà, voici ce que nous sommes. Nous sommes dans des conditions que nous connaissons, mais la manière la plus intelligente, c'est de mettre ensemble, en commun, ce que nous avons de bon, de tirer les leçons de nos histoires passées, de nos histoires individuelles respectives, pour pouvoir nous protéger et de bâtir autre chose. Parce qu'on ne pourra pas bâtir, on ne pourra pas construire ce que vous, qui êtes là, vous faisiez avant, et on ne pourra pas répéter ce que nous, qui fuyons les génocides, nous avons connu à 500 km en Asie du Sud-Est, à 1000 km, plus loin à 2000 km, dans le sous-continent qu'on appelle aujourd'hui indien. Mais où il y avait nos royaumes. Où parfois, les Han sont venus même chercher la science, sont venus voir comment nous vivions, afin de pouvoir profiter de nos savoirs. Puisqu'ils nous connaissent, puisqu'on apparaît dans le texte ancien, comme j'en ai parlé. C'est comme ça que Kudara est né. Kudara, et plus tard, ce qui va en rester après sa destruction, le Japon, porte, et on va le souligner tout le temps, porte ce double héritage. Ce que l'État japonais est devenu après la destruction de Kudara, c'est-à-dire dans l'histoire officielle, le Japon porte ce double héritage-là. L'héritage d'un côté africain venant du reste du continent asiatique, mais avec l'héritage fort africain, n'est-ce pas, scientifique, politique et tout et tout. Et puis l'héritage du peuple japonais blanc et noir qui vivait là, mais dans cette région d'Asie du Nord, qui est une région de tension. C'est-à-dire que moi, quand j'ai étudié l'histoire de l'Asie, quand je remonte aux 5-6 000 ans avant notre ère, c'est une région de tension, de guerre permanente, et pas juste les Han, et pas juste les génocides. Je parle de l'Asie du Nord. Là, il y a beaucoup moins de Noirs. Les Noirs, c'est surtout dans le reste de l'Asie, à partir de l'Asie centrale, tu vois. J'avais parlé de l'Afghanistan jusqu'à l'Asie du Sud-Est. Nos États étaient surtout concentrés là. On va même continuer jusqu'à la Chine. Tu vois, parce que la Chine aujourd'hui, les plaines centrales de la Chine, c'est cette région-là, c'est dans cette région que la Chine va naître. Tu vois. Mais si je prends ces deux
marge-là, nous, on est concentrés, nous, les Noirs, traditionnellement, dans l'histoire de l'Asie, on est concentrés là. Okay. Donc, plus vers l'Est, c'est beaucoup plus rare. Et les tensions sont beaucoup plus fortes à cause de la géographie, à cause de la présence, à cause de l'océan Pacifique, qui fait que dans la circulation naturelle des peuples et des gens, n'est-ce pas, ça fait que les peuples qui étaient côtiers, comme par exemple les Japonais là, et puis les Aïnous, non parce que l'archipel, mais sur ce qu'on appelle la Corée du Sud. Donc, tu vois ce territoire qu'on appelle la péninsule et ce qu'on appelle aujourd'hui la Corée du Nord, ce territoire de Corée du Nord, tu remontes jusqu'à la frontière avec la Russie. Toutes ces régions côtières, tous ces peuples qui étaient là, ils étaient en lutte permanente. D'accord. Parce que tu vois, c'est comme si tu avais le dos au mur, comme on dit souvent. Quand tu as le dos au mur, tu te retournes, tu fais dos au mur, tu montres le dos, ton dos au mur, et tu fais face sur l'autre moitié de l'espace à ce qui vient, mais armé. Parce que le danger vient forcément de là, n'est-ce pas? Donc, ce sont des espaces qui sont très disputés. Donc, voilà les deux héritages qui sont mis ensemble. D'un côté, une orientation très spirituelle de la connaissance profonde. Et quand je dis les connaissances ici, c'est les sciences, mathématiques, physique, chimie, au plus haut niveau. Un niveau de connaissance qui est supérieur à celui qu'on a au XXIe siècle. Oui. Et c'est pas une nouveauté, c'est pas une... comment dire ça? C'est pas une découverte ou c'est pas une exclusivité. Les scientifiques, je pense que Cheikh Anta Diop, quand il parle de l'Égypte ancienne, il évoque le niveau scientifique de l'Égypte, de l'Afrique pharaonique à un moment donné. Théophile Obaga le fait aussi. Ils le font souvent, peut-être pas exprès, ils le font souvent dans le cadre de démonstration pour remettre l'Afrique dans la marche historique du monde, n'est-ce pas? Pour remettre l'Afrique à sa place comme l'initiateur, n'est-ce pas? Puisqu'on nous avait refusé l'existence dans l'histoire du monde, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Donc, il y a ces deux héritages, et ces deux héritages de deux peuples différents qui vont décider de se reposer sur ce socle ancestral des deux branches ancestrales pour faire quelque chose d'unique. Et je pense que quand j'étudie ce que le Japon est devenu après Kudara, c'est-à-dire à partir du 7e siècle, à l'époque de Heian, à l'époque de Kamakura, ce sont les périodes. Kamakura, ça c'est le premier shogunat, c'est-à-dire on est au 12e siècle. Quand je pense à l'époque de... tout d'un coup j'ai des trous de mémoire. Mais voilà, quand je pense à l'époque au 7e siècle, au moment Azuchi Momoyama, voilà, ça c'était une période. Après l'époque de Kamakura, c'est Azuchi Momoyama. Après Azuchi Momoyama, c'est l'époque de la réunification qui arrive, avec la perte de pouvoir des ancêtres japonais qui avaient trahi les ancêtres, n'est-ce pas, qui s'étaient mis avec les Japonais pour pouvoir renverser la civilisation africaine, éliminer les chefs des clans fondateurs, ceux qui étaient l'incarnation de l'Afrique, c'est le côté spirituel, pour pouvoir s'installer à leur place et puis avoir comme ça un Japon blanc, n'est-ce pas? Un Japon blanc selon l'idéologie des Han, l'idéologie que les Chinois avaient introduite, l'idéologie de la race blanche. D'accord. Voilà, parce que Kudara, c'est un peu de noir et de blanc, n'est-ce pas? Oui. C'est ce double héritage, il continue. On a tué les chefs des clans fondateurs à partir de 645. Et ensuite, on va massacrer toute la population sur le territoire à partir de 658. On va les génocider. D'accord. Mais tout ça, c'est juste pour avoir les gains matériels. Parce que leur héritage, l'héritage des ancêtres, va demeurer. L'État demeure, mais on va juste mettre en place des réformes pour mettre en place un État colonial à travers ses ressources et son organisation administrative. C'est ça qu'on trouve dans l'histoire officielle. D'accord. Et c'est ça qui nous présente comme la civilisation chinoise. Mais ça, ce n'est pas la civilisation. Ça, c'est l'effondrement de Kudara. Ok. En Afrique, quand on regarde l'Afrique pharaonique, quand on se compare à l'Afrique pharaonique, nous, on est en avance ou en retard? Nous, on est en retard. Bien sûr. Et pourtant, on est au 21e siècle. C'est non? Ça. Voilà. Chronologiquement, on est plus tard. Mais dans les faits civilisationnels,
on est au fond du trou. C'est ça. C'est la même chose avec ce qui se passe après Koudara. Quand les ancêtres fondateurs sont assassinés en 645, comme je l'avais expliqué, et puis quand le peuple fondateur, le peuple originel fondateur, ceux qui étaient sur le continent et qui ont favorisé l'immigration vers l'archipel qui est aujourd'hui le Japon, et que moi j'appelle les ancêtres fondateurs, noirs et blancs, n'est-ce pas? Quand ils sont génocidés sur le continent, mais ce qu'ils avaient mis en place, cette alliance, hein, quand tu as parlé le mot alliance, là, ils ont mis cette alliance qui est là. Et je pense que la force spirituelle de leur alliance est demeurée. Mais elle était tellement forte qu'elle n'a jamais pu être remise en cause par personne. D'accord. Ni par les Han, c'est-à-dire les Chinois qui ont détruit Koudara, ni par leurs complices à l'intérieur de l'élite, parce que c'était l'élite japonaise. Ce n'était pas le peuple. D'accord. Voilà, c'est une petite minorité qui s'intéressait au pouvoir. Et à mon avis, il y a beaucoup de jalousie dans tout ça, parce que l'arrivée de nos ancêtres réfugiés a dû créer des bouleversements. Et il y a des gens qui ont perdu leur statut, qui ont perdu leur place, qui ont perdu leur pouvoir. Et qui voulaient derrière des inimitiés. Et même, peut-être même s'il n'y avait même pas tout ça, la jalousie, hein, l'être humain comme ça. Donc, cette alliance-là, on la retrouve d'abord dans la culture japonaise. La culture japonaise est double. Les Japonais, en temps de paix, ce sont des Africains. Ils sont comme les Africains. Les Japonais, en temps de paix, ce sont des Africains. Oui, ils sont comme les Africains d'Afrique. Paisibles, respectueux. Si tu leur parles, tu leur demandes ce dont tu as besoin. L'Afrique authentique. L'Afrique authentique. Dès que le danger arrive, ils mettent ça de côté. On sort les sables, on sort la violence. C'est-à-dire que si la violence est nécessaire pour protéger le Japon, ils vont faire. Même si c'est contre certains Japonais qui ont trahi. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça Koudara. Donc, quand Koudara est détruit, Koudara continue. Parce que les Japonais savent ce qui s'est passé. Il y a une partie de l'élite qui a trahi, mais il y a une partie de l'élite qui n'a jamais accepté ça. Et c'est pour ça que les tensions continuent. C'est bien la preuve que les traîtres, c'était une petite minorité qui voulait prendre la place de nos ancêtres. Et là, je dois faire une description de la structure, de comment Koudara était organisé, parce que ça va nous être utile. Oui. Ça va nous faire gagner du temps sur les 2-3 questions qui arrivent. C'est ça. Koudara, les deux peuples se réunissent et voici comment ils vont construire le monde politique. Le monde politique de Koudara va être construit. Bien sûr, notre famille sait que tout ce que nous disons dans nos émissions est inédit. Hein? Ça ne se trouve pas dans l'histoire officielle. C'est clair. Tout ce que nous disons, c'est ce que je pense que l'histoire officielle a caché. Mais qui existe parfois dans l'histoire officielle, dénaturé, ou qui a été utilisé, qui a été dépareillé pour construire le mensonge. Parce que le mensonge, d'une manière ou d'une autre, repose sur la vérité. Donc, le monde politique a été l'État. L'État de Koudara a été construit à l'image de l'histoire du peuple de Koudara. Le peuple de Koudara, c'est-à-dire les deux branches ancestrales, la branche des réfugiés, les Africains, et puis l'autre branche africaine des réfugiés, c'est-à-dire les Aïnous, et puis les Blancs là. Donc, les Blancs et les Noirs qui étaient déjà des sédentaires. Donc, la famille, donc cette alliance, elle se retrouve dans la cour impériale, dans la cour royale, c'est-à-dire la famille impériale. La famille impériale est composée de l'empereur, qui est, de la plupart du temps, de la branche des sédentaires, c'est-à-dire ceux qui ont accueilli nos ancêtres qui fuyaient les génocides. Et la mère, l'impératrice, elle vient des familles, des clans fondateurs. C'est-à-dire des clans, ceux qui sont venus, ceux qui étaient les chefs qui venaient des réfugiés, donc qui étaient les représentants comme les représentants des réfugiés, et qui ont fini par devenir des chefs, qui ont fini par devenir des chefs politiques de Koudara, n'est-ce pas? Et les représentants des clans fondateurs, c'est-à-dire les familles qui, depuis les origines, se sont impliquées dans cette aventure politique, dans cette aventure culturelle, dans cette aventure spirituelle. C'est clair. Là, on voit clairement une touche matriarcale. Absolument. Donc, et cette maman-là, donc l'impératrice, elle vient de la famille des réfugiés. Et ce n'est pas pour rien, parce que ça aurait pu être, c'est pas le hasard, ça aurait pu être le contraire. C'est, à mon avis, parce que ils reconnaissent et ils sont conscients que dans l'État, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans les éléments, ils sont conscients des éléments de reprogrammation. Dans l'aventure de l'État, pour créer l'État, le peuple se repose sur lui
et surtout sur la relation avec la spiritualité, n'est-ce pas? Donc, l'élément spirituel est important. Et cet élément spirituel, les réfugiés le transportaient en eux comme le feu, comme une espèce de feu créateur, comme une espèce de feu fondateur, comme si c'était le feu de la civilisation, le feu des ancêtres. Mais ce n'est pas le feu au sens propre. C'est l'énergie, c'est le lien, c'est un, n'est-ce pas? Et ça passe dans les gènes, je ne sais pas, ça passe dans le sang, ça passe dans, je ne sais pas, ça passe à travers les individus. Et ça passe à travers les familles. Donc, il y a des familles, donc ces familles-là, qui sont les familles des clans fondateurs, qui vont donc s'allier, dont le chef du clan fondateur va devenir comme le tuteur de l'empereur. C'est-à-dire qu'on a la famille impériale, l'empereur, l'impératrice, et puis à côté de l'empereur et de l'impératrice, l'un des chefs des clans fondateurs, comme s'il était le guide, comme s'il disait, nous allons reproduire le schéma politique de nos ancêtres pour reproduire cette réussite. Donc, moi, je suis comme votre guide. Je sais que vous n'avez pas besoin de guide, mais je suis comme un témoin. Je serai le témoin de votre réussite. D'accord. Et je serai là comme aussi le gardien du temple. Si jamais vous vous assoupissez, moi, je ne m'assoupirai pas. D'accord. Je serai là pour vous indiquer la voie. Si jamais vous l'avez oublié. Mais je sais que vous ne l'oublierez pas. Magnifique. C'est ce schéma-là qu'on retrouve dans l'histoire officielle à toutes les générations jusqu'aujourd'hui. C'est ce schéma-là que les traîtres vont reproduire. Parce que ceux qui vont tuer les ancêtres des clans, les chefs des clans fondateurs vont reprendre la place des clans fondateurs, vont prendre la place des fondateurs. Les chefs des clans fondateurs qui sont tués sont remplacés par les traîtres. Et ces traîtres-là, ils vont lier leur famille avec la famille impériale. Et c'est eux qu'on connaît sous le nom de Fujiwara. D'accord. Dans l'histoire officielle du Japon. D'accord, Fujiwara. Mais Fujiwara, c'est un nom nobiliaire. C'est un nom noble. C'est-à-dire, oui, ok. Oui, c'est un nom d'anoblissement. Et dans l'histoire officielle, ils disent que ce sont les ancêtres qui leur ont donné ce nom-là. L'un des derniers ancêtres étant l'un des derniers empereurs. Le dernier empereur noir pour moi. Noir, c'est-à-dire de culture africaine. Hein. Peut-être même qu'il était métis, hein, parce que vu qu'il y a des noirs. Il y a eu, ok, ouais, bien sûr. On va dire métis entre guillemets, je n'aime pas ce mot. Ouais. Mais je dis tout ça pour qu'on visualise. Mais pour eux, ce n'est pas important parce qu'ils ne s'appellent pas blanc-noir. Ils disent qu'ils sont des Kudara. Il n'y a pas blanc-noir. Comme dans le Japon d'aujourd'hui. Il n'y a pas de racisme dans le Japon d'aujourd'hui. Ça n'existe pas. Dans la culture japonaise, ça n'existe pas. Donc, il y a un remplacement. On voit bien qu'il y a un remplacement. Mais le système ancestral fonctionne. Mais le renversement de Kudara, l'attaque de Kudara par les Chinois et leurs complices de Corée du Sud, qui va s'appeler plus tard Corée du Sud, c'est ça qui va expliquer comment tout ce qui va se passer dans l'histoire du Japon. C'est-à-dire que l'histoire du Japon, entre le 8e, on va dire entre le 7e et l'unification au 16e siècle, c'est une guerre. C'est une guerre. C'est la guerre pour les biens matériels. C'est la guerre pour le pouvoir. Parce que, in fine, si je résume tous ces siècles, il y a des clans qui vont dire, mais nous, on était bien tranquille à l'époque des ancêtres. On était à notre place et on attendait notre tour. Mais s'il suffit de prendre des épées, voilà, s'il suffit de prendre des épées pour prendre le pouvoir, on en est capable. C'est ça. Et c'est ce qui va suivre. Et c'est ce qui explique la montée en puissance de certains clans. Et qui va culminer au XIIe siècle avec l'arrivée au pouvoir des militaires, qu'on appelle les shoguns. Oui, le shogun, c'est cette double tête de pouvoir que j'ai expliqué tout à l'heure, qui a été mise en place par les ancêtres. C'est-à-dire, comme un tuteur de l'empereur ou de l'impératrice, et puis l'impératrice et l'empereur qui sont le pouvoir politique, comme n'importe où. Normalement, un empereur et une impératrice, c'est suffisant. C'est le pouvoir politique, c'est le pouvoir économique, c'est le pouvoir militaire, c'est le pouvoir spirituel. Tous les pouvoirs sont concentrés là. On n'a pas besoin d'ajouter une autre tête. Pourquoi il y a ce double pouvoir? À cause de cette histoire particulière. N'est-ce pas? Mais cette double tête va rester. N'est-ce pas? Parce que ça permet d'avoir accès aux richesses.
les clans fondateurs n'ont pas disparu. On l'a déjà simplement mis à l'écart. Mais moi, j'ai fait, dans les recherches détaillées que j'ai faites, les mariages, il y a des mariages même entre les Fujiwara, les traîtres, et puis les clans fondateurs. Pourquoi? Ça, c'est la bonne question. Pourquoi? Mais parce qu'ils savent bien que les magouilles qu'ils ont fait ne les amènent nulle part. Ça leur permet de s'asseoir sur un fauteuil, mais dans ce fauteuil, c'est vide. Il n'y a pas de pouvoir spirituel. Ils ont besoin de s'allier au clan fondateur. Ça me rappelle ce qui s'est passé avec l'Afrique pharaonique. Comment on a détruit l'Afrique pharaonique? Les qui se sont assis sur le fauteuil du roi en disant qu'ils sont des pharaons. C'est des blancs, enfin des rouges. Bien sûr. C'est des rouges qui s'assoient là. Les Lagides, n'est-ce pas? Des Grecs qui viennent de Macédonie, des Macédoniens. Les Ptolémées. Voilà, les Ptolémées et tout ça. Mais pourquoi ils ont besoin de s'allier à l'Afrique d'une autre manière, n'est-ce pas? Avec comment dire ça, les clans dynastiques, ou en tout cas, pourquoi ils se revendiquent en pharaon? Parce que normalement, selon la propre station nomade, quand tu conquiers le pouvoir comme ça de ton ennemi, tu détruis tous les symboles. Ça, c'est la première étape. Je me trompe ou pas? Non, monsieur. Et tu installes tes symboles à toi. Des symboles spirituels de nomades. C'est ça. C'est comme ça que c'est ça qui prouve que tu as vaincu l'adversaire. C'est ça. Et bien sûr, je passe sur les ignominies comme couper les têtes et puis plein de choses magiques qu'ils font souvent et qu'ils cachent. Mais nous, on sait. Oui ou non? Bien sûr. Ça n'a pas eu lieu. Et si ça a eu lieu, c'est pour le folklore. Dans la réalité des choses, ils font les mariages entre les scènes noires là et puis les traîtres, tout ça. Bon, bref, pour résumer, la famille Fujiwara, ils vont s'installer au pouvoir et c'est eux qui vont contrôler l'histoire politique, économique et l'histoire au plan de l'État à travers les organes de l'État, n'est-ce pas? Des 1000 prochaines années, jusqu'à l'unification du Japon. Si tu veux comprendre le tréfonds de ce qui se passe au Japon, suis les Fujiwara. Et l'ancêtre des Fujiwara, celui qui a fondé toute cette lignée qui va s'éclater en multiples branches, c'est un des membres du clan Nakatomi. C'est leur vrai nom. C'est le nom de clan au début, au moment où Kudara existe. Ils s'appellent les Nakatomi. D'accord. Voilà. Mais ils apparaissent dans l'histoire officielle où on les présente comme des gens qui étaient chargés de spiritualité. Ça, c'est faux. Parce que l'histoire officielle est là pour les mettre à la place d'autres personnes. Des vrais ancêtres, des fondateurs, n'est-ce pas? C'est pour ça que je parle des ancêtres fondateurs. Donc, Kudara, c'est vraiment cette expression-là, cette expression, comment dire ça? Non, plutôt cet exemple de cette civilisation unique qui nous montre que les éléments de reprogrammation fonctionnent, n'est-ce pas? Et qu'ils fonctionnent à plein. Et que les ancêtres en ont conscience et qu'ils l'utilisent. Et que ça fonctionne au fil des générations, même quand le contexte géopolitique, géostratégique, militaire change, n'est-ce pas? On garde les mêmes éléments. Donc, Kudara a été détruit, mais on n'a rien changé dans le fond. L'alliance ancestrale est demeurée, n'est-ce pas? Dans les structures politiques. On change juste les étiquettes. Ça continue jusqu'au XVIe siècle avec l'unification du Japon. Et j'avais donné un exemple de conversation entre les unificateurs du Japon, les Toyotomi Hideyoshi, les Oda Nobunaga, qui discutaient et qui se souvenaient de leurs ancêtres qui avaient été massacrés par les Chinois en disant qu'ils allaient se venger. Donc, l'invasion de la Corée au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, donc qui est une tentative d'invasion et de destruction de la Chine, c'est un acte de vengeance. Point. Et ça ne va pas plus loin. Donc, toutes les querelles qu'il y a entre les scientifiques sur ces sujets, c'est juste parce qu'ils sont dans le hologramme, le hologramme de temps qui est l'histoire officielle, qui est un système, qui est un mensonge qui a fini par être un système qui se nourrit lui-même, n'est-ce pas? Mais tous les esprits des gens qui ne connaissent pas l'histoire véritable sont là-dedans enfermés. Donc, le Japon continue jusqu'au 19e siècle. Les dirigeants, ceux qui dirigent au Japon, ils savent ce que moi je te dis. Et ils le savent même mieux que moi, puisque eux sont les récepteurs. Ils sont les héritiers. L'héritage, c'était la question. Ils sont les héritiers de cette histoire. Donc, ils savent tout ça dans le détail. Ils ont même peut-être des archives
dont moi, je n'ai pas profité, puisque je dis que je n'avais rien. Et c'est ça qui m'a fait amener jusqu'à 25 ans de ma vie pour essayer de comprendre ce qui se passe. Eux, ils doivent bien rigoler en disant... On applaudit les amis. Il y a bien regardez l'Africain là. C'est fort. Il s'accroche. Hein. Mais il aurait pu nous demander. Hein. On aurait ouvert les cartons là-bas qui sont dans les souterrains et on aurait dit, tu regarde, ça c'est de Kouda là. Hein. Voilà. C'est ça. Bon, donc les éléments de programmation fonctionnent. Et pour terminer, on peut facilement identifier les facteurs clés du succès. C'est-à-dire, si on veut reproduire ce succès, nous en Afrique, oui. Où on est. Très bonne question, parce que oui, c'est ce que justement les gens ils demandent. Oui, c'est ça. En Afrique, où on est en danger de mort, on est en danger de disparition, là, au XXIe siècle. C'est ça. Comment reproduire le succès de Kouda? Les facteurs clés du succès. Les facteurs clés du succès, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait le succès de Kouda? Qu'est-ce qui fait le succès du Japon? Et avant, qu'est-ce qui fait le succès des Africains? Toujours et toujours. Parce qu'on retrouve ces 3 éléments. Il y en a plus, mais ces 3-là, s'ils manquent, ça ne fonctionne pas. OK. Et je parle de l'évolution spirituelle, donc la spiritualité, l'élévation spirituelle. Donc, se focaliser sur la spiritualité, le lien avec la nature qui est proche de nous, les arbres qui nous nourrissent, les animaux même qui nous nourrissent. Et les autres êtres humains qui nous ressemblent, qui habitent qui vivent avec nous ou pas. L'élévation spirituelle. Okay. Voilà, se détacher du matériel. Parce que ça, c'est même pas 3% de l'univers, de la réalité des forces qui nous ont créés, de l'environnement. Première chose. Deuxième chose, donc, qui est un corollaire qui va ensemble avec l'élévation spirituelle, l'étude de cette nature. Comment on peut respecter quelque chose qu'on ne connaît pas? Donc, l'étude, c'est une activité spirituelle. Là où d'autres peuples peut-être se mettent à genoux et prient en pleurant, nous, on étudie. C'est ça notre prière. C'est chaud, les amis, c'est chaud, c'est ça. C'est ça l'étude en Afrique. Il est bon, les amis, il est bon. Il est bon, notre invité, il est bon, les amis. Non. Il dit ça parce qu'il sait que je ne fais que répéter ce que nos ancêtres vous ont dit. Vous le savez tous. Il faut quelqu'un pour bavarder. Non, c'est mon job. Gloire aux ancêtres, les amis. Bon. Okay. L'étude. Donc, je passe parce que ça, on sait. Oui. L'étude. Et au-delà des études, c'est-à-dire ce qu'on fait à l'école primaire, ça nous amène à la fac, au doctorat, et puis à la philosophie. Et on voit que plus on en sait, et moins on en sait. Et ça nous amène à la sagesse villageoise. Et nos grands-mères disent, et il vous a fallu aller à l'université pour savoir tout ça. Mais vous voyez, on vous avait dit, les gens des villes là, c'est des gens bizarres. Bon, bref. Donc, élévation spirituelle, les études, pas simplement pour construire des voitures, des avions et avoir des diplômes. Oui, les diplômes et répondre à des problèmes matériels, mais pour effectuer cette connexion avec les instances supérieures. Donc on va à l'école, on fait des études pour se rapprocher du divin, pour organiser la société. Oui, in fine, c'est ça. Quand on se met au plan civilisationnel, c'est-à-dire qu'on devient très sérieux. On devient quelqu'un dans la société, quoi. Un élément important dans la société qui comme une roue du carrosse, quoi. Un maillon. Oui, alors pour que moi je te comprenne bien où tu veux m'emmener, je suis simplement... Non, en fait, je peux te dire que en fait, l'école, comme tu le présentes, l'école. L'école, c'est un peu comme ce que nous, on appelait avant l'initiation, c'est-à-dire qu'on t'apprend également à être quelqu'un. Voilà, c'est pas juste l'école de Charlemagne. Non. Quand je dis l'école ici, c'est le temple. Voilà. Le temple. Nous, on appelle ça le temple. Parce que quand tu dis le temple, ça justifie tout ce que je dis, puisque dans le temple, j'étudie. Je peux étudier pour régler un problème, par exemple, d'adduction d'eau. Nous n'avons pas d'eau potable. Donc, comment on va créer l'eau potable? Il nous faut des ingénieurs. Donc, je vais faire des études comme un ingénieur. Mais je suis dans le temple. Mais quand on va aborder d'autres questions, parler d'autres problèmes plus profonds, ou même sur cette question de l'eau. À un moment donné, cette eau-là, je veux dire que dans ma conception de la nature et de l'univers, cette eau-là, à un moment donné, je vais creuser quelque part et je vais trouver cette eau. Mais ce n'est pas moi qui ai trouvé cette eau. Et je vais considérer à un moment que, même si c'est mes connaissances ou les connaissances de mon père ou de ma mère qui m'ont permis d'obtenir ce résultat, je remets ça entre les mains de nos ancêtres qui eux-mêmes ont reçu ça de cette force créatrice que nous remercions. Parce que c'est elle qui organise tout. C'est ça. Je creuse
pour obtenir de l'eau, mais je suis dans la nature. Et ce n'est pas moi qui ai fait tout ça. C'est ça. Donc, in fine, dans le temple, mes connaissances vont me faire prendre conscience que je dois avoir ce lien avec l'environnement, n'est-ce pas, avec Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est juste une question de degré. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, c'est valide, c'est valable. C'est juste une question de degré. C'est-à-dire, moi, je vais au degré le plus profond, puisque ici, on parle de l'avenir d'une nation, d'un État. Tout à fait. Mais à l'échelle de l'individu, ça fonctionne. Parce que ça commence de toutes les façons par les individus, puisque dans les éléments de reprogrammation, il y a la famille. Dans les déclinaisons, hein, le peuple, l'État dans son organisation pour faire bien vivre le peuple, pour le protéger au plan de la défense, n'est-ce pas? Et puis, il y a ce peuple-là, il est organisé comment? In fine, il y a les clans, je saute tous ces étapes, après je suis allé à la famille. Mais la famille, c'est le clan, c'est un ensemble de familles, non? À Koudara, quand je parle des clans fondateurs, mais c'était des groupes de familles. Ces gens qui fuyaient les massacres, c'était des petits groupes de gens qui se cachaient dans les forêts, dans les buissons, tout ça. C'était des familles. Bien sûr. Hein, qui se sont composées, décomposées, recomposées. Voilà. Donc, voilà les trois éléments, les facteurs clés de succès. L'élévation spirituelle, cette conscience individuelle et collective de notre lien avec la nature, au sens le plus profond, au sens le plus vivant. L'élévation spirituelle et puis son corollaire, l'étude. Cette élévation spirituelle existe parce qu'il y a eu des études avant. Si on n'étudie pas, il n'y aura pas d'élévation spirituelle, puisqu'on ne sait rien. On est des ignorants. On va vivre comme ça, comme beaucoup de peuples que je connais encore au XXIe siècle, qui vivent comme ça, comme à l'époque de nos ancêtres, il y a 20 000 ans. Comme si c'était rien passé. Ils pillent, ils volent, ils tuent. Et tant qu'il y a à boire et à manger, ils sont vivants. Et ils se disent, le jour où il n'y a plus rien, on s'en fout, on s'en fiche. Voilà, c'est ça. Et troisième élément, l'organisation sociale. Hein, le peuple, c'est une organisation sociale. Un peuple qui est organisé. Parce que l'organisation sociale, c'est différent de lorsqu'on est seul. Ça n'a rien à voir, et on va le voir avec ta dernière question ou l'avant-dernière question. L'organisation sociale, c'est la clé. C'est la clé. Parce que quand on est en groupe, hein, on le sait bien, ne serait-ce qu'à l'échelle d'une famille, quand on est tous regroupés, on ne fonctionne pas comme quand on est seul. Quand on est seul, on est égoïste. On a tout pour soi. Je suis devant la télé, je mange, je me sers, je fais ce que je veux. Une fois qu'il y a d'autres personnes, je suis obligé de tenir compte d'elles, de leur présence, d'abord de leur proposer, avant de me goinfrer. Et parfois même, de ne même pas manger pour qu'elles puissent manger. Parce que c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est un principe africain. À l'origine de Koudara, il y a un drame, il y a des génocides. Donc les Japonais ont partagé l'assiette, ce qu'ils avaient dans leur assiette. On est vraiment dans un principe africain. Hein, n'est-ce pas? Voilà. Hein? Donc, voilà les trois, l'organisation sociale. Donc, le groupe, cette psychologie du groupe est très différente de la psychologie de l'individu. Et cette psychologie-là, elle est très développée dans le contexte de la culture africaine. Et ça, les Japonais sont les spécialistes dans ce domaine-là. D'accord. Oh, ah non, je suis en admiration devant eux. Quelles que soient les époques, que ce soit à l'époque de Koudara, avec l'intelligence psychologique émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Ce n'est pas l'intelligence rationnelle de 1 plus 1 égale combien? 2. Ça, c'est l'intelligence rationnelle. C'est-à-dire, je comprends les choses, j'analyse. L'intelligence émotionnelle, c'est, une fois que j'ai analysé, c'est de passer à l'action. C'est l'intelligence qui dit que j'ai compris qu'il y a des gens qui sont en danger. Par exemple, pour rester dans notre sujet, et ils sont en danger pour telle et telle raison. Intellectuellement, on a compris ça. Mais dans le cadre de ma culture, j'ai les moyens de pouvoir venir à leur secours et même de prendre le risque d'affronter ceux qui les attaquent. Je le fais ou pas? Ce questionnement, tout ça, ça c'est l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire la capacité, après avoir compris intellectuellement, de passer à l'acte. De passer à l'acte. Ah, c'est chaud, les amis. De maîtriser ses émotions. Parce que les émotions sont trompeuses aussi. Hein. Bien sûr. Quand on se lève le matin, hein, on a tous des beaux appartements au bord de la plage, non? Et on voit le soleil qui se lève à l'est, n'est-ce pas? C'est ça qu'on dit, qui se lève. Mais on sait tous bien, à partir de nos connaissances, que le soleil ne se lève pas du tout. Que c'est juste une impression. C'est ça.
Ça, ce sont nos sens. Nos sens nous trompent. Et ce n'est pas simplement à ce moment poétique de la matinée que nos sens nous trompent. Nos sens nous trompent en permanence. C'est pour ça que nos ancêtres ont développé les sciences. L'interrogation. Est-ce que ce que je vois, est-ce que ce que j'entends est vrai? Est-ce que ce que mes sens m'indiquent est pertinent? Est-ce que c'est ça qui nous amène sur le chemin de la vérité? Que les Japonais appellent la voie du juste, et que les guerriers, c'est ça qui a été décliné dans la culture japonaise, comme le Bushido, Bushido, la voie du guerrier. Mais la voie du guerrier, c'est la voie d'Osiris, c'est la voie du juste, c'est la voie de... Hein? C'est pas un guerrier qui va mettre le désordre, c'est un guerrier qui va apporter la justice. Ce guerrier-là, c'est lui, il est aux côtés d'Osiris. Il est aux côtés de la justice, parce qu'une fois qu'on a dit la justice, il faut l'appliquer. Bien sûr. Et s'il n'y a pas la force pour l'appliquer, les gens s'enfuient. C'est ça. N'est-ce pas? Super. Et cette force, normalement, dans la culture africaine, elle n'est pas violente, parce que c'est la pression sociale, n'est-ce pas? Donc, je reviens pour ne pas nous perdre à l'intelligence collective. Cette intelligence collective a été très développée au cours des siècles à l'intérieur du Japon. Et c'est ce qu'on pourrait voir si tu enchaînes de ce côté. Oui, rapidement, parce que là, on est déjà à 2 heures d'émission, donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Voilà. Mais là, on a toutes les clés de ce qu'on appelle l'héritage. C'est-à-dire que même si l'émission s'arrêtait là, nos frères en Afrique, parce que c'est en Afrique que ça se passe, c'est la terre-mère. C'est la terre-mère. Et nous disions tout à l'heure que nous remercions les Japonais d'avoir sauvé nos ancêtres, qui sont leurs ancêtres d'origine. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'à un moment donné, le Japon devienne comme une terre de pèlerinage pour les Africains. C'est ça. Mais en retour, l'Afrique va devenir également une terre de pèlerinage pour les Japonais. C'est ça. Parce que c'est la terre de leurs ancêtres, n'est-ce pas? Donc, je t'ai pris la parole. Ok, super. Voilà. Donc, oui, vas-y, parce que là, j'ai posé ça, on va aller rapidement. Donc, ensuite, c'était quoi quand on veut parler de quoi? Là, c'est... Quelle est l'utilité pour l'Afrique du... Oui, non, le Japon survivance, et ce sera la dernière question. Après, moi, je passe à la conclusion. Oui. Donc, carte le de Japon, conclusion. Survivance de Kudara à 2 points. Quelle utilité? Voilà. Ok, donc moi, je vais pas formuler avec survivance, moi, je parle de l'utilité. Ah, pardon. Donc, toi, après, tu... Oui, voilà, c'est ça. Okay. J'ai envie de marquer une courte pause. Non. Ok, mais en tout cas, les amis, vous avez vu, c'est très intéressant. Je précise rapidement, petite parenthèse, qu'il y a un livre qui est disponible. Vous avez, d'accord, l'image là, on va vous mettre le lien dans les commentaires, également dans la barre de description. Il faut acheter le livre, d'accord, c'est très important parce que malheureusement, dans une émission comme ça, on n'a pas le temps de tout détailler. Donc, mais là, déjà, après ce que vous avez entendu, c'est sûr que si nous voulons, en tout cas, par rapport aux éléments qu'il a présentés, d'accord, aux éléments de reprogrammation, J'avais parlé des 3 éléments de reprogrammation, n'est-ce pas? Le spirituel, le fait religieux. Donc, le fait religieux qui est dans l'histoire. Non, l'histoire qui est le contenant dans lequel on va chercher le fait religieux, c'est-à-dire le spirituel, à partir duquel le peuple va se fonder, le peuple va se fabriquer lui-même, n'est-ce pas? Et pouvoir enfanter l'État. Et son organisation concrète, avec les mairies par-ci, il y avait les noms, ce qu'on appelle les noms là dans l'histoire, nos frères là qui sont les égyptologues, ils parlent de noms. C'est le découpage administratif. C'est ça l'État. Donc l'État va s'organiser, il va se concrétiser. On aura des mairies, des collectivités locales, machin, tout ça. Pour que le peuple puisse vivre bien et qu'il y ait des instances qui gèrent les affaires courantes. Tout à fait. Tout le monde ne peut pas s'occuper de tout le monde. Et c'est cet État-là, donc cet État, son échelle infra, c'est la famille. D'accord. N'est-ce pas? Voilà les... Donc, religion, spiritualité, organisation, peuple, famille. Et famille. Mais tout à l'heure, tu as parlé des facteurs clés. Alors les facteurs clés de succès, ça, c'est pas très important parce que c'est plus technique. Ça, c'est plus... Non, parce que tu as dit en fait que ce sont des éléments justement qu'on pourrait utiliser de façon technique, tangible. Non, alors, le facteur clé de succès, ça, c'est pour pointer pour les gens qui ne sont pas très qui sont un peu distraits, qui sont allés à la cuisine, qui sont allés prendre un appel. Donc, je pointe les facteurs clés de succès en utilisant le langage d'aujourd'hui. Et
en utilisant des éléments de langage qu'on trouve plutôt chez les économistes ou dans le monde des affaires, n'est-ce pas? C'est là-bas qu'on parle des facteurs clés du succès. Oui. C'est-à-dire facteurs clés. C'est-à-dire quel facteur, quel composant de la situation est indispensable au succès. C'est ça le… Non, moi, en fait, la petite question que je disais, c'était si jamais, puisque là, on parle de l'héritage, on est toujours on va dire, dans ce gros truc-là qui est le retour à notre identité. Retrouver notre identité. C'est ça. Donc, si, petite parenthèse, vraiment pour aller très vite, donc si le peuple noir utilise justement ces facteurs clés-là, en se basant justement, voilà. Si le peuple noir utilise ces facteurs clés-là, que tu as très bien détaillé d'ailleurs, excuse-moi. Voilà, il y a de fortes chances qu'on retrouve progressivement cette identité-là ou, on va dire, le résultat de cette identité-là. C'est-à-dire que le succès à l'image du Japon… Mon frère, je vais te faciliter la tâche et ça va nous faire gagner du temps. Dis-moi. Non, il n'y a pas de chance. C'est 100%. Sûr. Oui, 100%. Nous, nos ancêtres-là, avec les clés de reprogrammation, on ne nous laissera jamais entrer dans un casino. D'accord. Donc là, parce que ça, c'est un défi à la statistique. Ok, je t'embête. Une dernière fois. Les facteurs clés. Donc, tu as dit religion, enfin non, spiritualité. Oui, religion, tu peux dire religion parce que c'est ce que les gens comprennent. Oui, parce que religion, vous savez très bien que nous, le président d'Afrique, on est plutôt axé sur ça. Ok. Oui, donc, religion, on peut dire ça comme ça. Tu as dit éducation. Mais éducation dans le sens temple, dans le sens initiation, dans le sens résoudre un problème précis. Oui, c'est-à-dire quand on se ramène à l'échelle des individus, du quotidien, de notre quotidien, de votre quotidien, l'éducation. Tu peux dire ça. Tu peux dire l'éducation. Et rappelle-nous le troisième point. Le troisième point, c'était le peuple. Parce que… Non. Oh, pardon. On est dans les facteurs clés. On est dans les facteurs clés. On n'est pas dans les éléments de reprogrammation. Oui. Donc, que je reprenne parce que moi-même, j'ai un trou de mémoire. Oui. Donc, je vais parler des facteurs clés de succès. D'accord. Donc, je rappelle rapidement, les amis, religion, éducation en termes de… et organisation sociale. Organisation sociale, très important. Organisation sociale. Donc, le spirituel, que on soit un individu dans son petit appartement ou dans son studio, en tant qu'étudiant et tout, le lien spirituel de moi et le monde, il est là. Il ne faut pas l'oublier. Et ce n'est pas parce que tu es tout seul que ça ne compte pas. Ça compte. Ok, super. Les études, l'attitude. Parce que l'idée de l'étude, c'est le cœur de la civilisation africaine. C'est clair, parce que nous, on a un peu perdu. C'est d'abord un comportement, les études. C'est pas le fait d'aller à l'école, juste pour aller à l'école, parce que j'ai payé les c'est ça, parce qu'on veut que tu avoir un diplôme. Non, c'est d'abord un état d'esprit. Parce que le but, c'est de comprendre comment la nature fonctionne d'abord. C'est ça. Et d'abord pour résoudre des problèmes factuels. Ça, c'est parce que je suis dans résoudre des problèmes. N'est-ce pas? Mais quand je n'ai plus de problème, est-ce que je ne continue pas les études? Mais c'est que nos ancêtres étudiaient encore plus. Sinon, pourquoi ils seraient arrivés au niveau de ce qu'on a vu dans l'Égypte ancienne? Cette magnificence, est-ce que c'est utile pour la vie quotidienne entre nous? Est-ce qu'on a besoin d'aller construire un niveau très facile de pyramide? Honnêtement, est-ce que c'est pour répondre à des besoins matériels pas du tout basiques qu'on va construire des pyramides millimétrées, des pyramides gigantesques au millième de millimètres? Avec très peu d'erreurs, voire pas du tout. Pas du tout d'erreur, puisque les éléments, l'outillage qu'ils utilisent, parce que, attention, le degré de précision dépend de l'outil qui est utilisé. C'est ça. Oui, parce que précision comme ça n'existe pas. Ça dépend de ton référentiel à toi. Ça dépend de qui parle. Parce que quand un idiot parle de civilisation, il faut reculer de 3 pas, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que c'est un idiot, donc on se dit, est-ce qu'il sait de quoi il parle? C'est clair. Donc, quand on parle de nos ancêtres, avant d'écouter ce que les gens disent, il faut regarder qui parle. C'est ça. Ok. Bon, n'est-ce pas? On s'arrête là. Ok, super. Donc, moi, je vais me baser sur le dernier point, justement. Donc, si je n'ai pas répondu, l'Afrique aujourd'hui, elle prend ces 3 clés, ces 3 facteurs clés de succès, facteurs clés de succès. Les amis. Dans moins de 10 ans, l'Afrique est debout. Et le reste du monde est à genoux devant nous, comme ils ont été devant nos ancêtres. Les amis, j'espère que vous avez pris note, les amis. D'accord? Mais il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de. Est-ce que les choses, c'est pas des statistiques? C'est sûr. Mais sûr et certain, c'est du 100% sûr. Bon, les amis. Bon, j'espère que ce live-là, les amis, vous allez le partager. Mais moi, j'ai l'assurance. Moi, je le dis avec assurance parce que c'est pas parce que je l'ai compris ou que je suis convaincu, c'est pas de l'idéologie. J'ai vu à travers la recherche
Je l'ai senti dans mes chairs. Aïe, aïe, aïe. Mais si je sacrifie 25 ans de ma vie, ce n'est pas parce que je suis C'est pas fou, pour rien. mais c'est parce que je suis emporté par le feu spirituel ancestral. Aïe, 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 aïe. Eux, ils étaient dans des difficultés, ils étaient en grande difficulté. Ils étaient dans la merde. Et ils se sont reposés sur quoi? Mais sur ces éléments-là. Et c'est ça qui donne Kudara. Aïe. Et les Japonais, dont j'ai étudié l'histoire, c'est-à-dire les Japonais d'aujourd'hui, il y a très peu de temps, c'est-à-dire il y a moins de 2 siècles. Lorsque le Japon doit faire face à de grands défis, il revient vers Kudara. Mais Kudara, c'est quoi? C'est les facteurs clés de succès, c'est ces éléments de reprogrammation, tranquillement. Et ils y vont direct. Ça marche à 100%. Mais c'est toi qui nous as présenté le Japon tout à l'heure. 3e puissance mondiale. C'est ça. Sans aller tuer une personne, sans génocider personne, sans exploiter, sans avoir d'esclaves. Ils travaillent 15 heures par jour. Moi, j'ai jamais entendu quelque part, même pas pour les immigrés, j'ai jamais entendu des gens dire qu'on a attrapé un Japonais qui est venu voler la nourriture chez nous. Jamais. Les Japonais, il y a le tremblement de terre chez eux, ils n'appellent même pas au secours. Ils comptent sur leurs propres moyens. Ça, c'est quoi ça? C'est parce qu'ils savent qu'ils ont les éléments de reprogrammation. C'est pas l'arrogance, c'est pas l'arrogance, c'est pas la suffisance, c'est pas le mépris du reste du monde, c'est pas non. On se base sur les techniques ancestrales, c'est parce qu'ils ont l'héritage ancestral. Ils savent que c'est puissant. Parce que nous, on a perdu. Il y a des gens qui ont récupéré ça et qui s'y accrochent. Mais regarde quand les Japonais viennent en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Regardez, allez fouiller par vous-même. Vous allez voir qu'à un moment ou un autre, ils implantent des projets d'éducation. C'est ça qu'ils vont faire d'abord. C'est vrai. Mais c'est quoi? C'est pas le problème c'est pas un des facteurs clés de succès. C'est pas un des éléments de reprogrammation. C'est vrai. C'est pas ça. Et parce que cette éducation à un niveau basique, c'est l'école primaire ou l'université. Mais quand on prend la chose sérieusement, c'est la spiritualité. C'est ça. Bien sûr. C'est l'élément le plus puissant. Si ce truc-là, on le pousse à fond, le peuple se lève. Donc, les amis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de renaissance africaine, mais c'est vrai qu'on a toujours présenté l'Égypte comme à juste titre, d'accord, comme le phare, il faut regarder, les ancêtres ont laissé un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, comme le frère Baïmé nous dit, il y a un exemple concret qui n'a pas connu, à la différence de l'Égypte antique qui est, entre guillemets, envahie, il y a des envahisseurs qui, eux, quand on regarde même leur propre mode de vie, je veux dire, il n'y a pas à aller regarder ou copier quoi que ce soit pour évoluer. Voilà. Mais les Japonais, eux, parce qu'ils ont partagé, comme nous, les mêmes ancêtres, parce qu'ils ont considéré ces ancêtres-là, parce qu'ils leur ont tendu la main à un moment donné, ils ont aimé ces gens-là, ils ont fusionné avec ces gens-là. Fusionné. Voilà. Ils ont appris d'eux, ils ont évolué avec eux. Et aujourd'hui, ce que tu nous dis, c'est qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus en regardant ces valeurs-là, ces traditions. Mais les Japonais, c'est le peuple le plus africain sur cette planète. C'est fort quand même, attends. Le peuple le plus africain. Mais c'est redis ça encore. Ce que nous disons, c'est ce que je dis depuis plusieurs émissions. Et moi, dans les commentaires, je n'ai pas vu quelqu'un rester. Oui, mais enfin, je ne l'ai pas dit de manière aussi brutale. C'est ça. Mais je le dis pour que ma famille africaine ne se perde pas. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Mais ils n'y croient pas parce qu'ils n'insistent pas là-dessus. Mais c'est normal parce que nous les Noirs et les Africains en particulier, on a perdu notre identité. Donc, on ne sait plus ce que c'est qu'être africain. L'africanité, c'est quoi? On ne sait pas. C'est vrai. Donc, comme on est dans un monde racialisé, donc on pense que être africain, d'abord, c'est être noir. Voilà. Tout simplement. N'est-ce pas? Alors manger la nourriture africaine. Oui, voilà. C'est être noir, c'est la couleur noire. Alors que si on s'intéresse à ce que ça veut dire noir dans l'histoire récente, c'est juste on peut classer ça dans les faits politiques. C'est une identité politique, n'est-ce pas? On peut parler de noir parce qu'on parle de blanc, n'est-ce pas? Ça, c'est la politique. Mais ce n'est pas ça notre culture. Nous, quand on parle de noir, on ne parle pas de noir, on ne parle pas de noir ou de blanc, n'est-ce pas? Voilà. Sauf dans des cas très exceptionnels où nos ancêtres ont parlé de la peau noire ou de la couleur noire, comme nous ayant été noircis par le soleil. Mais le soleil, c'est la manifestation des ancêtres. C'est l'intermédiaire entre nous et Ra, n'est-ce pas? Tout ce que les égyptologues manifestation de la présence de Ra. Oui, c'est la manifestation de cette force, de cette nature qui nous a créés. Tout à fait. Donc,
Donc, c'est comme un témoignage, n'est-ce pas? Mais on voit bien qu'on n'est pas dans des histoires de race ou je ne sais pas quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. OK.